faite tout à l'heure. Comme vous le savez très bien, nous étions censés faire ce direct via des moyens un peu plus sophistiqués, mais malheureusement, les moyens sophistiqués nous ont compliqué la tâche, donc nous sommes obligés de revenir sur les moyens classiques, en espérant que cela va nous permettre d'aller au terme de notre émission. Sans plus tarder, je vais rappeler le thème. Donc, ce soir, nous allons parler de la libération de Madame Sylvia Bongo Ndimba et de son fils, parce que c'est le sujet d'actualité. Donc nous allons parler de la libération de Madame Sylvia Bongo et de son fils. Nous allons essayer à notre niveau d'apporter notre analyse à la situation, essayer tant que faire se peut d'apporter notre analyse par rapport à la situation. Encore une fois, toutes nos excuses parce que nous procédons à quelques réglages en même temps pour savoir si tout se passe bien. Et nous allons devoir commencer. Alors, essaie de vérifier là-bas, est-ce que nous avons un retour? Est-ce que vous me recevez la demande là-bas? Est-ce qu'ils me reçoivent? Demande à la régie là-bas, est-ce que c'est bon? C'est bon? C'est impeccable? Ok, d'accord. Alors donc, comme je énonçais un peu plus haut, nous allons traiter de la situation de la libération de Madame Sylvia Bongo et de son fils. Donc, si tout se passe bien, je serai en compagnie de mon frère Alexandre Mikoji. Avec Alexandre Mikoji, nous aurons, je crois, 1 ou 2 spécialistes de droit qui vont venir ici nous apporter quelques explications techniques par rapport à cette situation. En attendant qu'Alexandre n'arrive, je vais présenter le décor. Donc, au lendemain du coup de libération, comme cela a été nommé, Madame Sylvia Bongo Ndimba et ses compagnons, son fils avait été arrêté pour le chef d'accusation que Alexandre va nous rappeler tout à l'heure. Tout au long de la transition, Madame Sylvia, son fils et tous les autres ont été incarcérés. Et depuis quelques jours, Madame Sylvia a été libérée. Et depuis sa libération, l'actualité n'est marquée essentiellement que par ça. Beaucoup de gens, chacun ayant son analyse, chacun allant dans sa direction. Nous avons souhaité aujourd'hui de façon tout à fait particulière d'aborder le sujet en ayant avec nous non seulement notre approche à nous, mais en donnant aussi la parole aux gens qui sont des spécialistes du droit, aux politiciens, pour que nous ayons aussi quelques positions qui soient différentes de ce qui peut relever un peu de l'opinion publique qui généralement débat avec ses armes et non pas toujours avec des armes que l'on souhaiterait que ça se passe. Pour ma part, je plante le décor. J'ai fait un certain nombre d'articles où j'ai défendu une position. Je voudrais rappeler cette position pour que l'on parle de cette position en attendant qu'Alexandre se connecte. Donc Alexandre, si tu es déjà connecté, tu peux déjà te signaler, comme ça tu peux monter et on va commencer. J'espère qu'Alexandre est là. Alexandre, si tu es connecté, essaie de... Oui, bonsoir mon petit Bomba. Bonsoir grand Jimmy, je te reçois. J'attends qu'Alexandre vienne et puis on va commencer. Est-ce que j'ai même eu Alexandre tout à l'heure? On ne l'a même pas... Est-ce qu'on l'a identifié? Ah là 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 là. Alors, sans plus tarder, je vais commencer. Alors, je pense que dans notre pays, nous avons opté au soir du coup d'État, nous avons décidé de construire un nouveau Gabon. Et pour construire un nouveau Gabon, il fallait absolument que nous rompions avec un certain nombre de mentalités pour
épouser de nouvelles mentalités susceptibles d'amener le Gabon vers une destination autre que celle que nous avons connue. Donc le coup d'État, je pense, c'est un coup d'État qui a marqué la refondation de la République gabonaise en important avec lui des nouvelles mentalités et des nouvelles habitudes. Parmi ces mentalités qui devraient refonder le pays, la justice devrait être au centre de la reconstruction du Gabon. C'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles la libération de Mme Sylvia Bongo Ondimba fait couler beaucoup d'encre et de salive. C'est parce que certains estiment que cette libération est une entorse à la justice, ce qui contraste un peu avec les promesses de libération qui ont été faites par le président de la transition et de ses équipes. Est-ce que, à part ce principe de justice qui est cardinal dans une république, il n'y a pas d'autre façon d'approcher le sujet qui pourrait nous laisser comprendre autrement la situation? Pour ma part, j'ai fait une analyse où je laissais apparaître que dans le cas de la transition, il y a parfois dans une république un état de droit, c'est-à-dire que l'état de droit qui consacre les libertés, les droits des uns et des autres, mais à côté de l'état de droit, il peut y avoir aussi la raison d'État. Donc, sans connaître le fondement de cette libération, j'ai pu, pour ma part, essayer de regarder, parce que le communiqué du procureur de la République, qui n'a pas convaincu plus d'un, ne m'a pas convaincu non plus. Parce que si Mme Sylvia Bongo a été libérée pour des raisons sanitaires, qu'est-ce qu'il en est exactement de son fils? Est-ce que son fils aussi souffrait de la même maladie que lui? Et pourquoi dans toute cette équipe, il n'y a que les deux personnes qui ont souffert de la maladie? Donc, cela ne m'a pas convaincu plus que ça. C'est pourquoi je pensais que la raison pouvait être tout autre. Parce que vous savez, dans notre pays, en 2018, nous avons eu la même situation. Parce que les choses ont été mal nommées, que la maladie d'Ali Bongo a alimenté beaucoup de rumeurs jusqu'à ce qu'il perde le pouvoir. Beaucoup de rumeurs ont été animées parce que la communication du président n'a pas été à la hauteur de ce qu'elle devrait être. Avec ce qui se passe, j'ai l'impression que nous sommes arrivés avec les mêmes erreurs, je pense, que celles qui ont conduit à la mauvaise interprétation et par la suite à noircir l'image d'Ali Bongo Ondimba par une communication qui a été calamiteuse. Lorsqu'Ali Bongo Ondimba fait son malaise en Arabie Saoudite, la communication présidentielle nous dit Ali Bongo a été victime d'une fatigue légère. Quelque temps après, on est passé de fatigue légère pour fatigue sévère. Et par la suite, on est passé à l'AVC. Alors, tous ces éléments-là pris dans leur ensemble ont contribué à alimenter un sentiment de complotisme à la tête de l'État en telle enseigne que certains sont allés jusqu'à croire que celui qui était présenté comme Ali Bongo Ondimba n'était pas Ali Bongo Ondimba, c'était un sosie. Donc je pense que bien nommer les choses participe de la clarification des situations. Or là, j'ai l'impression que les choses n'ont pas été bien nommées. Et comme je vois qu'Alexandre est arrivé, Alexandre, je te demande de faire la demande, c'est toi que j'attends. Voilà pourquoi je vais un peu doucement, je vais un peu dans tous les sens parce que je suis en train de t'attendre. Comme tu es là, tu peux faire la demande. Comme ça, je vais te prendre et on va aller très vite. Donc, je disais tantôt que le fait que les choses n'aient pas été bien nommées, cela a alimenté un certain nombre de considérations parfois complotistes, comme quoi celui qui était à la tête de notre pays n'était plus Ali Bongo Ondimba et que c'était devenu un sosie. Donc, comme je n'ai pas cru à cette thèse, moi je ne crois pas non plus à la thèse selon laquelle, et j'aurais Alexandre, puisqu'Alexandre avait déjà fait des directs là-dessus, il a une position, je pense, qui va être contrastée par rapport à ma position. Alexandre, c'est toi que j'attends, s'il te plaît. Est-ce que tu peux faire la demande? Je t'attends, s'il te plaît. On va commencer très vite. Oui, bonsoir, ma nièce. Alexandre, s'il te plaît, est-ce que tu peux faire la demande? Je t'attends. Est-ce qu'il a fait la demande? Il n'y a pas une demande? Ah. Alors, donc je disais tantôt que la libération de Madame Sylvia, quand on gère un État, on ne gère pas l'État avec les émotions. On ne gère pas l'État avec les émotions parce que malheureusement, j'ai comme l'impression que
beaucoup de gens n'ont pas compris comment un État se gère. Pourtant, c'est des gens qui participent, attends, je prends Alexandre. Voilà, accepter Alexandre. Ajouter. Voilà. Alex est déjà là. Donc, Alex, je t'attends le temps que je prendrai un peu parce que j'ai la gorge un peu loin. Elle est où? Elle m'amène. Elle m'a amené un verre d'eau. Alexandre? Il n'est pas. À jouer en cours, Alexandre. Donc, je vais voir Alexandre. Aïe, aïe, aïe. À jouer en cours. Est-ce que tu es là, Alex? Non, pas encore. Alors là, on a toutes les difficultés du monde, mais bon, j'espère que ça va aller. Est-ce qu'Alexandre est là? Aïe, aïe, aïe. Alex, essaie de couper. Tu vas essayer de relancer la demande parce que là, on me dit la jouer en cours. Essaie un peu de relancer la demande. Peut-être échec. Essaie de relancer la demande, s'il te plaît, mon frère. Relance la demande, s'il te plaît. Encore, toutes mes excuses, hein, parce qu'on a quand même toutes les difficultés, là, compte tenu des aléas techniques. On a voulu utiliser un matériel un peu plus sophistiqué, mais là, ça nous complique un peu techniquement. Voilà pourquoi. Alex, essaie de relancer la demande, s'il te plaît. Je sais pas, j'ai tenté de te prendre, là, on me dit l'ajout a été rejeté. L'ordi est avec Samuel? Oui, oui, non, avec Samuel. Ok, bon, comme Alexandre n'est pas là, je vais continuer. Donc, je disais que la gestion d'un État se fait pas avec les émotions. La gestion d'un État se fait aussi en se confrontant parfois à une prise de décision qui est parfois difficile. Et lorsque vous avez des gens qui nous gouvernent, ils sont souvent soumis à des situations où ils sont amenés à prendre des décisions difficiles. Parfois, ces décisions qu'ils prennent peuvent être populaires. Ça, c'est quand il y a la chance, elles sont populaires, mais parfois elles peuvent être impopulaires. Mais toujours est-il que l'homme de pouvoir doit toujours, sinon l'homme d'État doit toujours se rassurer que qu'une décision soit populaire ou qu'elle ne soit pas populaire, ce qui compte, c'est d'abord avant tout les intérêts du pays. Et je crois que nos dirigeants, dans le cas d'espèce, se sont beaucoup plus apaisantis sur les intérêts du pays plutôt que sur le respect des principes cardinaux qui fondent notre justice. Et cela au nom au nom de la raison de l'État. Parce que dans un pays, la gestion d'un pays est un état de droit qui nous garantit nos libertés, mais l'état de droit aussi est accompagné par la raison d'État. Quelles sont les raisons qui peuvent justifier le fait que la raison d'État ait prévalu au détriment du droit? Alors, il vous souviendra que lorsque l'on a amorcé la transition, nous avons eu besoin d'un certain nombre d'acteurs extérieurs à notre pays, notamment à l'Union africaine, notamment à la CEMAC, etc., qui nous ont donné des facilitateurs. Et dans ces organisations, nous avons bénéficié d'un certain nombre de facilités, alors que d'autres transitions qui sont dans la même situation que nous n'ont pas eu les mêmes situations favorables que nous. Et ces situations favorables qui nous ont été données, nous les avons applaudies. C'est très bien, nous avons applaudi que l'Union africaine lève les sanctions sur le Gabon. Nous avons applaudi que Touadéra fasse un bon discours ici en donnant de bons points au président de la République. Mais ne nous sommes-nous pas posé la question de savoir, parce qu'en toute chose, il y a toujours une contrepartie. Les gens n'ont pas posé la question de savoir quelle était la contrepartie, effectivement, de tous ces gestes qui étaient faits en faveur de notre pays. Ce qui fait que beaucoup de gens ont été surpris par rapport à un certain nombre de décisions. Pourtant, il y a quelques semaines en arrière, lorsqu'on annonçait la levée des sanctions par l'Union africaine, il était clairement dit que les sanctions étaient levées. En contrepartie, on a exhorté l'État gabonais à libérer un certain nombre de prisonniers, sinon à faire respecter les libertés et les droits de ces prisonniers. C'était la contrepartie à payer. Imaginez-vous un seul instant, si nos gouvernants n'avaient pas accepté de faire cette contrepartie, est-ce que nous nous sommes posé la question de savoir qu'est-ce que nous aurions pu écoper comme sanction après qu'il n'ait pas
respecter leur part du contrat. Ça, c'est de un. De deux, dans la situation actuelle où nous sommes, quelle aurait été, effectivement, quelle aurait été la situation économique et sociale de notre pays si nous avions été amenés à avoir d'autres sanctions à l'issue de la transition? On aurait été dans une situation, je pense, beaucoup plus difficile. Et je crois, pour ma part, que c'est au nom du respect de la parole donnée que nos autorités ont dû faire nos choix, certes difficiles, mais nécessaires pour le pays, de libérer ces prisonniers pour donner quelques gages, effectivement, à la communauté internationale qui avait demandé des gages par rapport à ces prisonniers. Je comprends parfaitement que ce n'est pas une situation normale puisque nous sommes dans un état de droit et que cette transition avait eu pour principe le respect et la séparation de pouvoir. Mais comme je le disais tantôt, dans un pays, il y a certes l'état de droit qui consacre les libertés, les droits, etc., mais il y a aussi la raison d'État qui fait que les intérêts du pays peuvent primer parfois dans certaines situations sur le droit. Et je pense le cas, pour ma part, de ce qui s'est passé. C'est ce que j'ai nommé la raison d'État. Alors, à cet instant précis, je pense qu'il y a Alexandre qui est monté et je vais déjà saluer Alexandre. Bonjour Alexandre et bienvenue parmi nous. Bonjour Brice, j'espère que tu vas bien. Alors c'est vrai que j'avais du mal à monter, hein, un problème de connexion, le réseau déconne et tout, mais bon, Dieu merci, je suis là et voilà. Voilà. Donc, je devrais bien noter, nous devrions avoir avec nous d'autres invités aujourd'hui. Allô Brice, tu dis? Oui, je disais que est-ce que nous allons avoir avec nous d'autres invités? Oui, il y a beaucoup là qui ont promis donc participer à ce live. Et donc, je vais devoir les toucher le temps qu'on... Voilà. Donc, le décor. Je vais inviter un bon nombre de gars là qui ont des choses à dire par rapport à la libération de Sylvia Bongo Ondimba et Noureddine. Alors, d'accord, mais donc, en attendant qu'il n'arrive, déjà d'entrée de jeu, qu'est-ce que toi, à ton niveau, quelle est ton approche, comment est-ce que tu perçois la chose? Est-ce que cette libération en elle-même te pose un problème? Si oui, lequel? Mais Brice, la libération en elle-même ne me pose pas problème. Honnêtement, la libération en elle-même ne pose pas problème. Elle ne pose pas problème. Pourquoi? Parce que il faut d'abord rentrer dans l'article 143. Que dit l'article 143? Que dit l'article 132? Alors, si la procédure a été proprement faite, mais il n'y a pas de raison et que les éléments ont été versés pour bénéficier de cette liberté provisoire. Mais moi, je ne vois pas où est le problème. Et le problème, c'est par contre, nous payons aujourd'hui les turpitudes, sinon les erreurs que les autres ont eu à faire de par le passé. C'est-à-dire que quand tu entends les gens parler, pour les gens, ils sont beaucoup plus frustrés du fait qu'il y a d'autres prisonniers qui sont malades, mais qui ne se bénéficient pas de ces mêmes largesses-là. Sinon, la mise en liberté provisoire existe bel et bien. C'est-à-dire que si vous allez sur le plan judiciaire et autres, mais la mise en liberté provisoire existe. Dans le cas où vous versez des éléments qui montrent à suffisance que, bon, voilà, avec de tels gages, on peut mettre la personne peut bénéficier d'un bon nombre de largesses. Donc, la mise en liberté provisoire. Donc, la mise en liberté provisoire en elle-même ne fâche pas. Mais ce qui fâche ici, c'est le fait qu'on accorde, c'est-à-dire aussi facilement, hein, on accorde la liberté provisoire à Sylvia Bongo Ondimba, mais on n'accorde pas la liberté provisoire à Kelly Ondo, par exemple, ou aux autres qui sont allés pour les mêmes causes. Vous voyez un peu. Est-ce que en même temps, les Gabonais n'ont-ils pas aujourd'hui raison d'avoir cette confusion parce que vous avez quand même deux institutions aussi crédibles, parce qu'on ne peut pas dire que la présidence angolaise
qui a communiqué sur le fait en premier, et la présidence angolaise qui a été sur place, qui a communiqué en disant que la libération de Mme Sylvia et de M. Noureddine Bongo s'est faite dans le cadre des négociations entre l'Union africaine et le Gabon, est aussi crédible que la justice gabonaise l'est. Donc nous sommes quand même dans une situation de confusion qui est telle qu'en réalité, ni la position de la justice, encore moins la position, par exemple, de l'Angola, n'arrive à convaincre effectivement la population gabonaise. Et deuxième chose, nous avons quand même un précédent, le cas de M. Brice Latrice-Alianga, lorsqu'il a été sorti de prison, il sortait effectivement pour une libération provisoire dans le cadre de sa situation sanitaire. Mais il est parti à son retour, et je ne suis pas sûr qu'il a pu regarder la prison. Donc il y a quand même un précédent qui fait en sorte que, effectivement, le peuple gabonais se retrouve dans une situation de doute raisonnable. Est-ce que tu vois? Oui, oui, mais le doute raisonnable, comme tu dis, raisonnable, c'est parce que, et là, vraiment, je dis que nos autorités ont manqué de tact. Non seulement il n'y a pas eu, la façon de faire n'est pas celle-là, on aurait pu préparer l'opinion à ça. Le peuple sort de là comme, je ne sais pas, tombe de là comme, tombe de nu, je veux dire. Et quand tu vas un peu partout, le peuple dit être trahi. Mais la trahison vient d'où? Vient à quel niveau? La trahison vient du fait que le peuple n'a pas été préparé. Le président a des... Quel peuple qui n'a pas été préparé? Le président nous a dit à nous, lors de la transition, que l'une des raisons pour lesquelles on devrait accélérer le processus pour aller à l'élection, c'est parce que les sanctions internationales pesaient sur le pays et cela limitait sa capacité d'action. Alors, donc, après avoir passé la première étape, les Gabonais auraient voulu quoi? Que le président, au nom de, je ne sais pas quoi, la sorte de justice pour les uns, au nom de la vengeance pour les autres, que le président prenne la responsabilité de garder ces gens-là en prison et de maintenir les sanctions qui auraient pu étrangler et réduire la capacité d'investissement de l'État. C'est pourquoi je disais que dans le cadre de la communication, je pense que les choses, j'aurais été à la communication présidentielle, que mon approche aurait été effectivement d'évoquer les raisons d'État. Et je suis convaincu qu'il s'agit beaucoup plus de la raison d'État que du respect du principe de la justice, de séparation de pouvoir. Je ne suis pas convaincu, tout comme les autres ne sont pas convaincus. Mais voilà, c'est-à-dire que là, je suis d'accord avec toi. Et les enjeux, parce que aujourd'hui, quand tu regardes, tu vois, moi j'ai fait une sortie tout dernièrement, une sortie où j'ai reçu ce que j'ai reçu, mais les gens n'ont pas compris. C'est-à-dire que tu as la justice qui est là, mais de l'autre côté, il faut regarder les enjeux. Il faut regarder les enjeux. Et je crois que c'est là où tout s'est fait. C'est-à-dire qu'à partir du moment où Brice, comment on appelle, le président Brice Clotaire Oligui Nguema n'avait pas tous les leviers, il y a des sanctions sur le plan international et tout. Alors, il fallait trouver des voies et moyens et c'est là où ça jouait. Mais pour trouver ces voies et moyens, c'est-à-dire la libération de Sylvia Bongo Ondimba, le départ d'Ali Bongo, donc l'ancien chef de l'État, tout ça là, il a fallu faire des compromis. Mais ces compromis-là, oui, ça a été fait, mais on aurait pu préparer le peuple. Il fallait préparer le peuple. Vous savez, ça avait déjà été dit. Quelqu'un l'avait déjà dit. Il y avait déjà des gens disaient que, en tout cas, une chose est sûre, c'est que Sylvia Bongo et Noureddine ne seront jamais jugés. On nous a habitués à ce genre de choses-là. Combien de gens on a attrapé dans ce pays-là, ces grands barons-là? Combien on a attrapé, combien ont été jugés? Pour la plupart, ils sont sortis par les mises en liberté provisoire. Et dès qu'on est mis en liberté provisoire, c'est fini, on ne retourne pas, on n'est pas jugé. Donc on nous a habitués à ces choses-là. Oui. Oui. Je m'interroge quand même sur le plan purement technique, le plan de la justice, parce que la justice aussi, elle juge sur pièce.
Les mêmes Gabonais, quand tu me dis les Gabonais n'ont pas été préparés, non, mais attendez, nous on est un peuple, quand même, quand vous avez un peuple où vous avez à peu près 82% du taux d'alphabétisation, on est tous sauf un peuple idiot. On est quand même un peuple qui a un niveau d'instruction largement au-dessus de la moyenne. Les mêmes Gabonais, les mêmes Gabonais, ce sont ceux qui ont applaudi sur un plan purement technique ou sur un plan purement juridique. Est-ce que les autorités n'avaient pas déjà hypothéqué toute possibilité pour le jugement de Mme Sylvia Bongo Ndimba? Parce qu'en réalité, la justice, elle fait elle vit sur pièce. Lorsqu'on a fini au lendemain du coup de libération, comme les gens appellent, coup d'État. Alors, Brice, tu peux parler un peu plus fort là, je t'entends pas bien. Donc, je disais tantôt que, est-ce qu'au fond, est-ce que tu me reçois là? Oui, je te reçois. Est-ce que tu me reçois? D'accord. Oui, je te reçois. Donc, je disais que, est-ce qu'au fond, le gouvernement n'avait-il pas hypothéqué toute possibilité pour la tenue d'un procès digne de ce nom à partir du moment où, au lendemain du coup d'État, les pièces à conviction qui ont été saisies, notamment les voitures, l'argent, et tout ça avait déjà été remis au Premier ministre, et cela a fait l'objet d'une distribution. On a créé des fermes avec les fermes qui ont fait notamment du bruit avec cet argent. Est-ce qu'en partant de ça, le gouvernement n'avait pas déjà hypothéqué, même le peuple qui fait semblant d'applaudir, ils ont applaudi, certains disaient que non, c'est notre argent, machin, tout ça, ce sont nos voitures, on peut faire ce qu'on en fait. Mais la justice, elle juge aussi sur pièce. Comment aurions-nous pu tenir un procès digne de ce nom à partir du moment où les pièces à conviction n'existaient plus? Oui, mais Brice, tu as vu que dès que le départ est faussé, eh ben, il n'y a pas d'arrivée. L'arrivée aussi est faussée. Donc, tout ce qui se passe aujourd'hui, tu comprends que on ne pouvait pas arriver à un jugement à partir du moment où les pièces à conviction ont été distribuées par ceux-là qui sont allés sur le terrain. Donc, moi, je veux pas, je veux parler des officiers et autres qui étaient censés transmettre ces pièces à conviction aux magistrats, et les magistrats, donc, au moment des jugements, qui allaient présenter. Allô? Il s'agit pas, non, mais Alex, il ne s'agit pas des choses qui ont été faites par des officiers isolés. Non, il s'agit d'une action publique qui a été faite. Moi, je pense que la responsabilité avait été donnée au Premier ministre de procéder à l'utilisation des 7 milliards. La responsabilité avait été donnée au Premier ministre de faire la répartition. Oui, mais Brice, avant de donner au Premier ministre, ces objets-là, je vais appeler ça comme ça, ces articles qui ont été pris dans les maisons de Sylvia et autres, ça a été pris par qui? Par des officiers de police judiciaire. Et après, ça s'est retrouvé dans les mains des politiques. Alex, on ne va pas faire des affirmations gratuites. On va on est suffisamment ça. Mais attends. Quels sont les gens qui sont descendus sur le terrain? On a vu le procureur. Oui. On a vu le procureur sur le terrain. Le procureur était accompagné de qui? Ouais, mais bon. Il était accompagné de qui? On va s'en tenir à ce qui est officiel, mais ce qui est officiel, c'est qu'en fait, il y a eu 7 milliards qui étaient officiellement remis à l'État gabonais. Et 7 milliards qui auraient pu être les 7 milliards donc, de pièces à conviction qui a été distribué. Donc, ça faisait même de notre gouvernement, en cas de jugement, on aurait pu inculper le gouvernement pour recel de biens, disons, de ces biens détournés, puisqu'ils ont, à l'occurrence, ils ont utilisé le produit tu vois, qui n'a pas donc la qualification. Mais voilà pourquoi je dis, quand le départ est faussé, eh ben, tout ce qui se fait devant là n'a pas de sens. Sur quelle base on devrait juger sur quelle base on devrait juger Sylvia et Noureddine, à partir du moment où les pièces à conviction ont été utilisées pour d'autres fins, à d'autres fins? Mais dis-moi, Alexandre, l'indignation d'un certain nombre de députés, qui, en réalité, et là c'est quand même le paradoxe, c'est que, voyez-vous, je ne sais pas si ces gens, ils ont compris un tout petit peu ce que c'est faire partie d'un pouvoir, accepter une nomination et tout ça. Ces députés, au moment où on faisait ça, on n'a pas vu les députés qui s'indignent aujourd'hui du départ de Sylvia dire que non, la procédure, puisqu'ils viennent un peu des horizons différents,
et d'autres sont venus même la société civile qui se battait un peu pour le respect d'un certain nombre de principes. Ils n'ont jamais dit que ces choses-là, il ne fallait pas les faire, il fallait attendre un procès avant de les distribuer. Et je pense qu'il y en a qui parmi eux ont bénéficié, ou les institutions dans lesquelles ils sont, l'Assemblée certainement a bénéficié d'un certain nombre de ces objets. Mais ils sont quand même en train de s'indigner. Mais moi, je me demande, mais de quoi se plaignent-ils, en fait? De quoi se plaignent-ils? Ouais. Ils auraient pu se plaindre depuis le début, puisqu'ils connaissent en matière de droit, le droit juge, on juge sur pièce. En l'absence de pièce, peu importe que quelqu'un ait commis un crime, on ne peut pas l'inculper tant que les pièces n'y sont pas. Tant que les pièces n'y sont pas, on ne peut pas inculper quelqu'un. Et puis, d'autre part, encore une fois, lorsqu'on fait partie d'un gouvernement, et c'est là où je le trouvais paradoxal, les gens qui ont condamné Billy Bills, et je ne le soutiens pas, qui l'ont condamné, est-ce qu'il va faire quand même un tout petit peu ce qu'il risquerait de constituer une situation de jurisprudence? Là, vous allez avoir désormais, vous n'aurez pas des gens, même dans le pouvoir actuel, qui auront du mal à se mouiller, parce qu'ils auront peur que peut-être à la fin du mandat du président Oligui, qu'il ne leur soit reproché le fait d'avoir été parmi les plus virulents. Or que quand on défend quelque chose, on défend un pouvoir, on doit le défendre entièrement, on doit le protéger. Et là, mais d'où tu vois la sortie maladroite de certains députés. Parce que à partir du moment, et c'est comme tu dis, hein, quand on a eu à distribuer les scellés et autres, les pièces à conviction, ils ne se sont pas levés. Mais à partir du moment où vous touchez les pièces à conviction, mais comprenez que tout est biaisé. Il n'y a pas de justice. Non, du tout. Alors, quand un député se lève pour venir dire qu'il n'est pas d'accord et avec tout ce qui se fait et tout, mais vous avez commencé à tout fausser dès le départ. Et ce sont les mêmes qui étaient là, les voitures. Comme le ridicule, c'est que c'est à l'Assemblée nationale que les débats se mènent, c'est à l'Assemblée nationale que les décisions se prennent. Alors, moi je me demande, est-ce qu'au niveau de l'Assemblée nationale de transition, il n'y a pas un code qui régit le fonctionnement des députés au niveau de l'Assemblée nationale? Parce que si on était dans une Assemblée nationale qui était stricte, ces députés auraient fait l'objet des sanctions. Ils auraient fait l'objet des sanctions. Bien sûr. Parce qu'à chaque fois, le député se pavanait sur les réseaux sociaux, c'est donné un spectacle, et un spectacle, là, pour le moins, est quand même ridicule. Alors ça devrait faire quand même l'objet des sanctions à l'Assemblée nationale. Mais là, personne ne les sanctionne. Personne ne les sanctionne. Alors là, nous sommes encore repartis dans une situation de laxisme, comme nous avons connu par le passé. Les gens se permettent tout, mais après, qu'est-ce qui va prendre un coup? Ce qui prend un coup à la fin, je pense que c'est la capacité à gouverner du président qui risque de prendre un coup. Encore une fois, il faut y mettre un peu de l'intelligence. S'ils avaient eu un petit recul, moi je pense que dans cette affaire-là, il y a eu à peu près 2 échecs. Le premier échec, c'est diplomatique. Diplomatique parce que les diplomates qui ont traité de cette affaire-là, ils auraient pu dire au président Touadéra, au sorti d'ici, monsieur le président, comme nous avons fini tout ce qu'on a fini, allez-y, ne faites pas une communication publique pour le moment, le temps pour nous de préparer l'opinion. Et puis après, dès qu'on a fait la communication publique, là, ça peut nous permettre de gérer l'opinion publique. Ils ont fait ce qu'ils ont fait. Et monsieur, qu'est-ce que je dis pas monsieur Touadéra, je dis monsieur João Lourenço, il a aussi la gestion de l'agenda intérieur, puisque lui aussi, il a sa politique intérieure. Le fait pour lui d'avoir réussi un tel coup, c'est quelque chose qui lui permet aussi d'avoir quelques points politiques. Et là, ils l'ont laissé, il allait faire ce qu'il a fait, ce qui les rend aujourd'hui inaudibles au sein de l'opinion. S'il y avait quand même une capacité à tirer les leçons du passé, ils auraient pu tirer les leçons de la communication catastrophique qui a eu lieu lors de la maladie du président Ali et qui a conduit aujourd'hui à rendre quasiment chaotique la gestion au sein du palais. Ils ont repris les mêmes erreurs. Or, s'ils avaient plus le temps de recul, ils auraient pu tout simplement préparer l'opinion en leur disant Sylvia Bongo Ondimba, ça nous coûte, Sylvia Bongo Ondimba en prison, ça nous coûte beaucoup d'argent pour l'entretenir, pour la nourrir. Et si on ajoute sur ça les sanctions, le Gabon perd beaucoup plus de choses. Nous, on préfère permettre au Gabon de sortir des sanctions et de faire des concessions, quitte à lui demander, par exemple, de nous rembourser l'argent pour lequel
elle avait été poursuivie, etc., pour que la communauté internationale ne soit pas lésée. Imaginez si le président, après avoir obtenu de la communauté internationale un certain nombre de choses, et qu'il maintenait cette position, il serait passé pour qui? Pour un extrémiste, en fait. Il serait passé Bien pour sûr, un extrémiste. bien sûr. Il serait passé pour... Alors, quel est le rôle de la communication présidentielle? Et puis, Brice, il faut dire que nous avons ce qu'on appelle la haute diplomatie et la diplomatie préventive. Ali Bongo, c'est pas un citoyen comme toi et moi. Tout à fait. Dans quel pays tu as vu, on fait un coup d'État et celui qui a fait le coup d'État, celui qui a réussi son coup, garde celui qui est descendu, celui qu'on a déposé dans le même pays. Il ne peut pas rester dans le même pays. Non seulement c'est compliqué, parce que garder Ali Bongo là. Allô? Oui, je te reçois, Je te reçois, tu m'écoutes là? Oui, je te reçois très bien, Alex. Voilà, donc je disais que Ali Bongo, c'est pas un citoyen comme nous. Nous avons vu des coups d'État dans d'autres pays où celui qui fait son coup est obligé d'éliminer physiquement son adversaire. Tout ça, c'est pourquoi? Mais c'est pour éviter d'avoir à supporter des charges liées à la personne que tu as déposée. Parce que cette personne-là, c'est pas un citoyen comme toi et moi. Ali Bongo, figure-toi, quand les autres présidents sont arrivés là pour l'investiture du président Brice Clotaire Oligui Nguema, tous ces chefs d'État qui sont arrivés là, mais ils ont demandé à voir Ali Bongo. Ils ont demandé à voir Ali Bongo. Et avoir quelqu'un comme ça sur le territoire, je vous assure, mais il y a pas mal de choses, il y a une pression qui est là, il y a beaucoup de choses, et ça, on peut comprendre, moi je peux comprendre, pour ceux-là qui disent pourquoi Brice Clotaire Oligui l'a fait, mais qu'ils comprennent que si Brice Clotaire Oligui a accepté de faire des choses comme elles sont faites là, mais c'est non seulement pour avoir les épaules libres, mais il y a des enjeux, qui sont là, économiques, et tout. Absolument. Moi, je ne sais même pas, c'est-à-dire que j'aurais appris, et je sais que le pouvoir, la communication présidentielle, ils ont un certain nombre de personnes qui sont entretenues sur les réseaux pour essayer de communiquer. Mais pourquoi ils n'ont pas utilisé ce réseau pour préparer l'opinion? Vous savez, il y a quelque chose qui est extraordinaire. Ce qui avait fondé, vous savez que Brice Latrice Alianga, à l'époque où il était aux affaires, c'est un gars qui savait utiliser les réseaux sociaux. Il avait une toile qu'il avait tissée qui était une toile assez importante. Et quand il y avait de telles situations, la façon que les gars, là, ils occupaient la toile, alors là, il n'y a jamais quelqu'un qui a été capable de faire ce que le gars, il a fait. Il faut s'en inspirer. Il faut s'en inspirer. Vous ne pouvez pas donner autant d'argent aux gens. Et autre chose, c'est que désormais, quand un problème comme ça se pose, il faut qu'on y mette un peu d'intelligence, qu'on mette les émotions de côté. La communication, la sortie du procureur, etc., moi, je pense que ça ne convainc même pas une seule personne. La seule chose qui peut convaincre les gens, et c'est ce qui est le fondement de cette décision, j'en suis convaincu, c'est que les intérêts du pays sont plus importants que de garder Sylvia Bongo Ndimba en prison. Mais bien sûr, après, bien sûr. Question des choses, je pense que le président serait plus complet parce que je pense que ce qui se pose aujourd'hui, c'est la capacité maintenant de tourner la page de 2023 du plan pour 2023. Il faut aller de l'avant. Il faut aussi permettre à ceux qui étaient avec Sylvia Bongo Ndimba, dans le cadre de la préservation de ces mêmes intérêts, de retrouver leur liberté. Et on va pouvoir se fixer sur autre chose. Ali Bongo Ndimba, je doute même de la capacité du président Ali à être encore un danger pour Brice Clotaire Oligui Nguema pour deux raisons. La première raison, c'est qu'Ali Bongo Ndimba est un monsieur affaibli par la maladie. La deuxième raison, c'est que monsieur Ali Bongo Ndimba a pu se rendre compte qu'il n'a jamais eu des amis dans le cadre de la gestion de son pouvoir. Il y a eu autour de lui des gens qui sont venus profiter et qui malheureusement ne peuvent pas être solidaires d'une action demain après demain si jamais il intentait une action contre le gouvernement en place. Bien que et ayant été un chef d'État avec le réseau, mais je pense que tous ces éléments-là aujourd'hui sont des éléments qui le rendent plus faible que jamais. Et je pense que le temps qu'il est resté à la Sablière solitaire, il s'est rendu compte effectivement de ça. Donc en réalité, Ali Bongo Ndimba ne peut pas être un danger
pour ceux qui disent que le laisser à l'extérieur, ce serait un danger, il faut l'avoir à l'œil. Non, Ali Bongo ne peut pas être un danger aujourd'hui dans son état. Et deuxième chose, troisième chose, c'est que Ali Bongo était un ancien chef d'État, comme tu l'as dit, un ancien chef d'État, et il a été mis en retraite, il n'a pas fait l'objet de poursuites à l'issue du coup d'État, compte tenu du fait de sa santé, etc. Donc la façon de le traiter, et ce qui a justifié le fait que les présidents qui venaient ici chercher à le rencontrer, c'est effectivement pour que son statut ne soit pas bafoué. Quatrième chose, c'est que j'ai vu que les gens fantasment une relation, par exemple, avec la Guinée équatoriale, avec le Cameroun, avec le Congo, Brazzaville. Mais vous savez, lorsqu'on a un peu le sens d'analyse, le pouvoir du Congo-Brazzaville, le pouvoir de la Guinée équatoriale et le pouvoir du Cameroun ont à peu près le même statut que le pouvoir qui était celui d'Ali Bongo Ondimba. C'est des pouvoirs qui ont une longue durée de vie. C'est des gens qui sont restés longtemps au pouvoir. Donc leur relation ne peut pas être bonne avec le président Oligui parce que ils craignent une chose, c'est que si Oligui Nguema gardait Ali Bongo Ondimba en prison pendant longtemps, ils devraient craindre que si jamais ils étaient victimes de la même situation, ils avaient peur que leur famille aussi les soit traitée de la même façon. Donc ça pouvait compliquer les relations diplomatiques. Au-delà des hypocrisies diplomatiques, ça pouvait effectivement compliquer les relations entre le Gabon et ces pays-là. Et je pense qu'en libérant Ali Bongo Ondimba, on aménage aussi nos relations avec ces pays environnants. Ouais. Mais Brice, hein, quand tu fais la somme de tous ces éléments que tu mets sur la table, tu poses sur la table, mais tu comprends que après tout ça, ce qui fâche, je t'assure, ce qui fâche, c'est le fait d'avoir fait les choses à la vague. Rien n'a été... tu sais, tout cela, on apprend ça dans les réseaux sociaux. Tu comprends aujourd'hui que la vérité est du côté des réseaux sociaux. Parce que quand tu vois jusqu'à... Tu vois le journal officiel comme l'Union, qui s'est mis à dire tout et n'importe quoi, et on a laissé les choses comme traîner comme ça. Il a fallu que le gouvernement angolais, ou sinon, oui, le gouvernement angolais communique pour que là, maintenant, on va voir le procureur général sortir pour venir faire une communication. Une communication qui, pour le moins, est quand même, à mon avis, hein, excusez-moi, elle est très maladroite parce que il ne faut pas perdre de vue. La situation d'Ali ou de Sylvia et des autres a une dimension, certes, judiciaire, je veux dire, mais elle a aussi une dimension politique. Il fallait le comprendre comme ça. Ce n'est pas pour rien que l'Union africaine demande plutôt au président, disons, au président de la République la libération plutôt qu'à la justice, parce qu'il y a un plan politique qui est plus pressant dans cette affaire-là. Encore une fois, tout ce qui se passe, c'est la mauvaise communication présidentielle. Toutes les options auraient dû être mises sur la table, on aurait pu examiner en fonction de la pertinence de ces cas et choisir l'angle le plus acceptable à travers lequel ils auraient dû communiquer. Mais cela n'a pas été le cas. Ils ont dû se lancer dans une communication précipitée sans se rendre compte que la sortie du communiqué de la présidence angolaise aurait dû leur imposer d'aller dans le même sens parce qu'on ne peut pas dire que ce gouvernement avait posé quelque chose qui n'était pas crédible et surtout qu'il parlait au nom de l'Union africaine. Et là, ils ont choisi, le procureur est venu faire une communication. Moi, franchement, je n'ai pas compris vraiment la communication du procureur. Mais non, mais s'il vous plaît, je ne sais pas s'il y a qu'une seule personne qui a été convaincue de ce qu'il a dit. Mais Brice, quand tu dis que tu n'as pas compris la sortie du procureur général, mais est-ce que le procureur général n'est pas dans son élément? Puisque c'est lui. Parce que n'oublions pas que Sylvia Bongo et Noureddine Bongo étaient détenus par la justice gabonaise. Et quand on parle de justice gabonaise, mais c'est qui? C'est le procureur qui est sorti. Pourquoi tu dis que tu n'es pas d'accord avec ce qu'il a dit alors que lui, en sortant, il est venu, il a expliqué comment les choses se sont passées pour que Sylvia Bongo et Noureddine viennent à retrouver la mise en liberté provisoire, à bénéficier de la mise en liberté provisoire. Pourquoi tu dis que tu n'es pas d'accord? Et c'est là où moi je...
Parce que, en Mais fait, on a une amie, je crois que c'est Marondou Reka, je crois. Bonsoir, bienvenue parmi nous. Bonsoir, bonsoir. Ah ouais, non, non. Vous pouvez vous présenter parce que je n'ai pas bien regardé votre nom avant de vous admettre. Pardon? Je n'ai pas bien regardé votre nom avant de vous admettre. Si vous pouvez vous présenter. Je suis M. Patrick Oyabi. Ah ouais, M. Patrick Oyabi. Merci, M. Patrick Oyabi. Bonsoir. Quel est ton point de vue par rapport à la situation? Ici, je rappelle que la courtoisie, le respect de ce qu'on dit, parce qu'il faut être déjà sûr de ce qu'on dit, pas des accusations, parce que vous savez que si ça tourne mal, c'est moi qui sais représenter. Chacun libre de dire ce qu'il dit, mais bon, il faudrait qu'on respecte un tout petit peu les principes. Donc, allez-y, M. Oyabi, je vous écoute. Mais monsieur Alexandre Nicodi, m'as-tu déjà vu en train de diffamer sur quelqu'un? Non, 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 c'est pas Alexandre qui parle, c'est lui, c'est Inga qui parle. Allez-y, Oui, non, c'est pas. monsieur Patrick Oyabi, à peine tu arrives, tu commences à attaquer? Non, mais moi, je n'ai jamais attaqué, je n'ai jamais diffamé sur les gens. Moi, je ne diffame pas sur les gens. Moi, c'est le sujet qui m'a intéressé. Non, monsieur Oyabi, je rappelle le principe à tout ce qui monte ici. Même à Alexandre, qui est un frère qui vient ici tous les jours, à chaque fois qu'il monte, je lui rappelle les mêmes principes, en fait. Excuse-moi, ce n'est pas pour dire que tu... Non, il n'y a pas de problème. Là, nous sommes dans le respect. Il s'agit de la 5e République, on n'est pas dans les problèmes. La haute autorité a parlé, non? Donc, si la haute autorité a parlé, ça veut dire qu'on doit appliquer. Ok. On y va, on t'écoute. Donc, rebonsoir d'abord, mes aînés. J'espère que vous allez très, très, très bien. Très bien. Pour cette nouvelle qui fait couler l'encre, je ne sais pas pourquoi on caresse dans le sens du poil pour parler de ce problème. La logique dit ceci. Je remercie d'abord que son Excellence Biscotter Oligui Nguema les ait fait partir ou bien les ait libérés même. Parce que dans la plus grande forme, je ne trouve pas pourquoi on devait même le garder là-bas. Bon, le président angolais, là, vous savez, l'Angola avec le Gabon, depuis l'époque d'Omar Bongo, sont des très grands amis. Ils ont de très bonnes collaborations. Si aujourd'hui Ali Bongo se retrouve en Angola, ce n'est pas par hasard. Si M. Ali Bongo Ndimba se retrouve en Angola, ce n'est pas par hasard. Il avait des amis partout dans le monde. Mais pourquoi c'est en Angola? Ça veut dire ce que ça veut dire. C'est leur pays ami depuis la nuit des temps. Et monsieur le président de la République, Biscotter Oligui Nguema, c'était un grand frère très sage. Je soutiens sa décision de les libérer, qu'ils vont en exil, comme tous les chefs de l'État, qui ont eu ce qu'il a eu au Gabon. Mais on n'a pas gardé les femmes en prison ni les enfants en prison. On les libère, ils vont en exil ailleurs, dans n'importe quel pays où ils peuvent trouver leur sécurité. Donc c'est ce qui s'est passé avec Ali Bongo et Sylvia Bongo et Nordine Bongo. Donc je ne trouve pas pourquoi les gens vont parler de n'importe quoi en longueur de journée. Pendant ce temps, Biscotter Oligui Nguema, il n'est pas venu comme lui-même le dit, même moi-même qui vous parle ici. Souvent, moi je me dis, Yaya, pourquoi tu peux mettre encore les gens autour de toi? Les gens là, c'est dangereux. Mais au fin de compte, j'ai fini par comprendre que ce monsieur est instrumentalisé par Dieu et non par les hommes. Donc on le laisse faire et c'est la fin que nous allons juger. Mais pour ce problème qui concerne Sylvia Bongo et Nordine Bongo, et moi je le soutiens, et c'est bien normal qu'il les libère. Et Sylvia va payer son karma selon Dieu et non selon les hommes. C'est de ce qu'il s'agit. Donc je voulais juste intervenir là-dessus. Merci beaucoup. Et c'est effectivement, c'est important de rappeler que généralement, il y a des cas quand même en Afrique, hein, notamment en Guinée-Conakry avec Dadis Camara. Vous savez, Dadis Camara, après avoir été fait d'un coup d'État, quelques mois avant, il a eu une sacrée affaire où il y a 150 personnes qui sont massacrées au stade de Conakry. Et quand on se souvient, on n'amène pas Dadis Camara en prison parce qu'il fallait tenir compte du fait que le pays était fragile et qu'il avait encore de soutien. On a mené Dadis Camara en exil. Et pourtant, là, il y avait 150 personnes qui venaient d'être massacrées par son exil.
il y avait le fait qu'il était accusé pour des problèmes d'argent, etc. Blaise Compaoré, c'est la même chose. On l'a envoyé en exil, etc., etc. Alors, encore une fois, beaucoup pour cette intervention qui est claire entre la lanterne de tout un chacun. Pour ceux qui veulent intervenir, hein, vous pouvez faire la demande comme l'a fait Patrick Oyabi et vous allez pouvoir intervenir. Alexandre, par rapport à l'intervention de Christian. Ben, écoute, ce que Patrick Oyabi dit, bon, pourquoi les gens se fâchent, pourquoi. Mais attends, ce qui dérange tant le peuple, Brice et Patrick, moi je vous le dis, ce qui dérange tant, n'oublions pas que dans un passé pas très lointain, on a vécu les mêmes choses. C'est-à-dire, on a vu les mêmes barons là, les mêmes barons de notre pays, détourner des milliards. J'étais en prison. Et quelques mois après, libéré, donc mis en liberté provisoire. Et les voleurs de sardines croupissent là-bas, ils ne bénéficient pas de cette mise en liberté provisoire. C'est là où ça fait mal, en fait. C'est-à-dire qu'il y a certains qui ont cette facilité-là de bénéficier de largesses. Et Monsieur mon aîné, Madame Sylvia était première dame. Monsieur Ali Bongo était président de la République. L'humilité présidentielle les protège. Donc, ce qui veut dire qu'on ne peut pas parler de M. Chirac Mouranjami, on ne peut pas parler de Yann Ngoulou, ce sont des petits-enfants. Ils n'étaient pas présidents, même s'ils étaient directeurs du cabinet du président. Noureddin était qui? Noureddin, là, il était qui? Le fils du président, le fils du président, Yaya. Et alors il bénéficie aussi. Il a un statut, il a l'humilité, lui. Mais il bénéficie parce qu'il est fils du président. Mais il bénéficie. Comme moi, je suis le petit frère. Pourquoi? Il bénéficie de quoi? Non, il faut arrêter ça. C'est ça là qu'on ne peut pas. Je suis le petit frère d'Alexandre Méthodi. Alors, mon gars. Non. Là, je ne suis pas d'accord avec toi. Je ne suis pas d'accord avec toi. Et c'est ce qui fâche, en fait. C'est ce qui fâche. C'est ce qui fâche. Parce qu'aujourd'hui, quand tu regardes, moi je dis ceci. Voilà pourquoi j'ai posé la question à Brice Lévieux. Je dis, Brice, pourquoi tu dis que la sortie du procureur, tu ne la trouves pas bonne et tu n'es pas convaincu d'eux? Moi, je dis, le procureur est dans son élément. Il vous dit, il vous a cité les articles, le code de procédure pénale et autres. Il a sorti des articles qui ont permis d'agir et de mettre en liberté provisoire Sylvia Bongo et son fils. Je suis d'accord. Moi, je dis que je suis d'accord avec lui. Maintenant, sur un tout autre plan, il y a le politique. Et c'est le politique qui a agi pour que Sylvia Bongo et, comment on appelle, et son fils puissent quitter le territoire gabonais. Et là, les clauses, les arrangements et autres, ni vous ni moi, personne ne sait. Mais on sait, nous ne sommes pas des idiots. On sait qu'il y a eu des arrangements, on sait qu'il y avait des enjeux, il y avait des pressions et tout et tout. Mais c'est bien normal. Niveau, là, ça te comprend. Mais maintenant, je dis, après tout ça, on fait quoi des autres prisonniers? On fait quoi des gens qui sont en prison? Bon, écoute, c'est ça qui il y a Patrick qui veut rebondir, laisse un peu Patrick. Non, Yaya. Il y a aussi la pluie qui me dérange un peu là. Bon, je vais profiter en même temps rapidement. Regardez. Vous savez, l'humilité d'un président, ça n'a rien à voir avec nos petites histoires de ministres, etc. Le président fait ses amitiés dans le monde entier. Et parmi ces amitiés-là, il y en a ceux qui sont reconnaissants. Et alors, on parle ici de gros calibre, pas de petits calibres. Le Chirac Mouranjami, c'est le petit pistolet. Mais Ali Bongo, c'est un calibre 12. Sylvia Bongo, c'est le calibre 12. Son fils mérite aussi un calibre 12 parce que c'est l'enfant du président et de la première dame. Mais comment on peut libérer le président et sa femme et on garde leurs enfants? C'est l'enfant du président. On a tué tous les grands leaders présidents autrefois dans le monde. Mais Omar Bongo a gardé les enfants de ces grands présidents tués dans les pays. La femme et les enfants. Mais non, il fallait que Omar Bongo prenne seulement la femme. Il laisse les enfants en question. Nous allons partir sur mon patriarche, Patrice Lumumba. Les enfants de Patrice Lumumba ont grandi où? Philippe et l'autre, ils sont venus ici au Gabon. Vous êtes mes aînés, donnez-moi la date. Ils ont grandi ici à Libreville avec les mères, mais il fallait qu'on les détache de les mères, puisque eux, ils ne méritent pas aussi d'avoir l'humilité.
de leur père président. En tout cas, aujourd'hui, le petit Nomi, lui ne fait que bénéficier parce qu'il est le fils d'Ali Bongo, il est le fils de Sylvia Bongo. Si aujourd'hui, l'Angola a mis la pression à nos autorités, nos nouvelles autorités, alors c'est pourquoi l'Angola fait cela. Vous savez, comme je disais tout à l'heure, la reconnaissance, c'est quelque chose. Ali Bongo Ondimba a eu combien d'amis dans le monde, de puissants amis. Il était là-bas au Como White, là-bas où ils sont allés signer le quoi là, en Angleterre. Mais il fallait que le président d'Angleterre vienne voir le président Oligui pour négocier pour Ali Bongo. Donc tu vois que si tu as 100 amis, ce n'est pas tous ceux qui sont avec toi pendant tes moments de gloire, tes moments de bonheur. Et alors, c'est quand que tu vas comprendre qui était ton ami, qui était ton frère. Le président de l'Angola a démontré et a possible. Nous avons tous suivi pendant les élections. L'ambassadeur de l'Angola, quel est le manque de respect qu'il a fait ici au Gabon? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit qu'il n'enlève pas la photo d'Ali Bongo. Vous n'avez pas suivi ça? Vous n'avez pas au courant de ce problème. Mais c'est parce que Ali Bongo, il est parent. Je vais dire quelque chose. Je vais aussi dire quelque chose parce que tu as parlé, Alexandre a parlé. Permettez aussi que je dise quelque chose. D'accord. Je pense que vous avez deux positions, et ces deux positions-là, je veux dire, quelque part par rapport à un principe, c'est que vous avez, il y a eu un qui est dans une position formelle, c'est-à-dire qu'Alexandre qui estime que si la justice il y a, la justice doit être la même pour tout le monde. Ta position, c'est une position qui est une position réaliste, qui essaie de se fonder sur la base d'un certain nombre de récits passés. Parce qu'effectivement, dans un certain nombre de pays, lorsqu'il y a eu des situations comme ça, quand bien même que le président ait été reproché de beaucoup de choses, on a protégé, notamment par exemple en Centrafrique avec Bokassa, etc. On a protégé Bokassa, on a protégé sa famille, etc., etc. Donc la famille du président, comme Patrick nous dit, n'est pas une famille ordinaire. C'est une famille qui bénéficie effectivement d'un certain nombre d'attentions liées au statut de leur père ou de leur mère qui est président. Voilà. Mais sur un plan du droit, comme dit Alexandre, le droit aurait voulu que l'application de ces principes, cette mesure-là, bénéficie à tout le monde. Et c'est là où je suis d'accord avec Alexandre, parce qu'il est question c'est pas possible. Il faut qu'on passe le cap du 30 août 2023, il faut qu'on se concentre sur l'avenir. La même façon qu'on a libéré, au nom de la raison d'État, encore une fois, moi, ma ligne, c'est celle-là. Au nom de la raison d'État, il faut qu'on dise cette affaire-là, que l'on donne aussi la liberté conditionnelle aux autres qui sont restés en prison, comme on a donné à Christina et Koga et aux autres, pour que l'on finisse avec l'affaire de 2023 et que l'on se concentre essentiellement sur l'avenir. Notre pays a besoin d'aller de l'avant. Et il faut quand même qu'à un certain moment donné, qu'on fasse abstraction d'un certain nombre de choses pour aller vers l'avant. Pour revenir sur ce que disait Alexandre par rapport au procureur, ce que j'ai dit, pourquoi ça ne me convainc pas. Tu regardes dans l'opinion, le procureur n'a pas convaincu plus, je veux dire quoi, même 10% de la population, il n'a pas convaincu. Parce qu'il y a beaucoup d'ambiguïté dans la démarche du procureur. Parce que, oui, mais ambiguïté à quel niveau? À quel niveau, Brice? Parce que moi, je peux te citer les articles sur lesquels le procureur général s'est appuyé. Et ce n'est pas que le procureur général. Le procureur général, il y a eu d'abord le juge d'instruction qui a été saisi. Quelle est la part de crédibilité que tu donnes au communiqué du procureur? Quelle est la part de crédibilité que tu donnes au communiqué de l'Angola? Puisque nous, on a deux éléments, deux contradictions d'une crédibilité équivalente qui nous sont présentés. Quelle est la part de crédibilité que tu donnes à ce communiqué? Non, Brice, je suis désolé. Quand l'Angola communique, l'Angola ne communique pas sur le plan, comment on appelle, judiciaire. L'Angola communique, quand l'Angola communique, ils disent quoi? Par rapport aux accords qu'ils ont eu avec la présidence gabonaise, pas avec la justice. En tout temps, le procureur général, lui, il est dans son élément. Il communique par rapport à ce qui s'est passé au palais de justice. Comment Sylvia a fait pour bénéficier, Sylvia Enroli n'ont fait pour bénéficier de la mise en la liberté provisoire. Il s'est arrêté là. À aucun moment, le procureur n'a parlé du départ d'Ali Bongo et autres en Angola. Parce que ça, ce n'est plus lui. Donc, sur le plan pénal, le procureur général a fait son travail. Aujourd'hui, il faut pas. Moi, j'ai l'impression que la communication qu'on est en train de faire là, c'est que
on est en train de vouloir faire en sorte de déplacer le problème pour que dans 4 matières, ce même problème-là se repose à notre pays. Pourquoi je le dis? Quand on fait croire aux gens qu'ils sont sortis parce qu'ils sont en liberté conditionnelle, machin, tout ça, non, il faut pas être machin. Ils sont sortis parce qu'il y a des raisons liées à l'intérêt supérieur de la nation qui ont fait qu'ils soient sortis. L'affaire, à ce niveau, je ne pense pas que ces gens-là reviendront demain ici pour qu'ils soient jugés, à moins qu'ils soient jugés par contumace. Jamais, jamais. C'est pas évident. Donc, même ayant le courage de dire aux gens que les intérêts du pays sont plus importants que de garder les gens en prison et bloquer la possibilité de financement de notre pays. Ça, au moins, on a fini une bonne fois pour toutes et que l'on ne soit plus confronté à la situation de demain. Mais Brice, mais ce n'était pas au procureur de venir communiquer dans ce sens-là. Et là, c'était par exemple les conseillers du palais, par exemple, les conseillers du président de la République, qui devaient faire le relais. Oui. Parce que le procureur général, il est dans son élément. Maintenant, le président a des conseillers spéciaux, tous ces conseillers spéciaux-là. Et il a même des activistes qui pouvaient communiquer, puisque aujourd'hui, c'est les réseaux sociaux qui font qui ont la vérité. Même l'Union a botté en touche. Donc on aurait pu, c'est-à-dire que ces conseillers spéciaux auraient pu donc prendre le relais et communiquer, préparer la population justement à ce départ-là. C'est ce qui fait mal. C'était pas procureur. C'est-à-dire que la sortie la plus opportune aurait été qu'il s'agit d'une action politique, d'une action judiciaire. Et il fallait invoquer, comme je l'ai dit, il fallait invoquer la raison d'État. La raison d'État, qui est le principe selon lequel l'État peut faire abstraction d'un certain nombre de dispositions dans un contexte tout à fait particulier pour privilégier les intérêts. Là, je suis d'accord avec toi. Et c'est ce qui a prévalu. Et moi, Patrick, tu vas revenir tout à l'heure. Je vais donner la possibilité à ceux qui veulent intervenir. Vous pouvez faire la demande, sinon vous posez la question par messagerie. Il y a mon petit qui a posé la question de savoir combien de temps dure la détention préventive au Gabon. Combien de temps c'est 6 mois. C'est 6 mois. Non, c'est 2 ans. C'est 2 ans pour les délits, les cas criminels, quoi. Criminel, c'est 2 ans. Voilà. Mais il a parlé des préventifs. Voilà. Il n'a pas parlé de la criminelle, il n'a pas de préventif. Non, mais oui, mais c'est ça la détention préventive, c'est-à-dire que tu es en instruction en attendant ton jugement. Mais pour les cas criminels, association de malfaiteurs et autres, c'est 2 ans. Oui, mais logiquement, on ne peut même pas déterminer une détention provisoire. Pourquoi? Puisque tu n'as pas encore été jugé. Donc tu peux même passer 3 ans, 4 ans là-bas. Non, c'est faux. Ça, je dis que c'est faux. Attendez la bouche. Attendez. Non, c'est faux. C'est 2 ans, pile poil. Attendez d'abord. Attendez. C'est 2 ans. C'est 2 ans. Mais laissez, je viens. Vas-y, oui, c'est ça qu'on est. Dès que tu es arrêté, si tu es un criminel, tu vas directement à la criminelle. À la criminelle, tu es reçu par le juge d'instruction qui te fait signer ton mandat de dépôt, que tu rentres. Donc, tu commences à compter du jour où tu rentres en prison, là, le jour où tu signes le mandat de dépôt. Là. Ça veut dire, toi, où tu es là, tu n'es pas encore condamné. Ça veut dire que tu es encore libre. Tant que tu n'es pas condamné, tu es encore libre. Maintenant, tu rentres en prison, puisque tu es venu pour un problème criminel, c'est après 2 ans qu'on te reçoit, que ton juge d'instruction te reçoit à nouveau. Après le premier jour où tu es rentré en prison. Donc ça veut dire que c'est après 2 ans qu'on te fait appel. Quand on t'entend. Non, mais on parle de délai. On parle de délai. On parle de délai. Tu sais, les procédures ne sont pas les mêmes. Le juge n'est pas forcément obligé d'aller de faire les 2 ans. Il peut faire 6 mois, il peut faire 1 an, mais il ne peut pas excéder les 2 ans. Il ne peut pas excéder les 2 ans. Si vous excédez les 2 ans, prenez la peine de comprendre. Prenez la peine d'écouter. Après, maintenant, si ce n'est pas bon, vous allez me recadrer. Ici, je te dis, dès qu'on te prend,
je dis bien que tu es chez le juge d'instruction, on t'a pas encore jugé. Tu es là-bas en prison. Si tu as passé, si c'est pour la criminelle, c'est 2 ans. Après 2 ans, le juge te sort de la prison, on t'écoute. Si tu es au correctionnel, c'est 3 mois. Et 3 mois, ça fait 6 mois. Donc, ça veut dire que tu rentres, tu fais 3 mois. Les 3 mois là, ton premier audience, on te reçoit après 3 mois. Dès que tu viens chez le juge d'instruction, il t'écoute. Tu retournes en prison. On te renvoie, on te rappelle encore pour la 2e fois. C'est 2 fois chez le juge d'instruction pour qu'on bloque ton jugement. Donc, les 2 fois là, ça fait 6 mois pour la correctionnelle. Pour la criminelle, ça te fait 4 ans. Ça, c'est avant le procès. Je dis bien, attendez. les 4 ans, c'est vrai bien entendu. On ne t'entend pas automatiquement. Ça veut dire qu'à la criminelle, pour être entendu, c'est après 2 ans, quand on te met en prison. On ne t'entend pas séance tenante. On ne t'entend pas. Mais là, c'est quand il s'agit de vos choses. Regarde. Allô, Patrick? Patrick? Oui. Oui. Patrick. Voilà pourquoi c'est ça que il n'y a pas un délai déterminé quand tu n'es pas encore jugé. Il n'y a pas un délai déterminé. Mais ça, c'est la faute de justice. C'est ce que nous ça dit que c'est ce qu'on dénonce aujourd'hui. Ça, c'est pas normal. Il y a une durée déterminée. C'est le système que nous avons trouvé dans les 50 ans. Pendant 4 ans sans te juger. Sinon, c'est la mise en liberté totale. C'est la liberté. Alex et Patrick, il faut d'abord se poser la question, c'est quoi, quel est le but, quel est l'objet, pourquoi est-ce qu'on met les gens en détention préventive? Les gens sont en détention préventive pour permettre aux juges de faire les enquêtes, aux juges et aux auxiliaires. Donc, aux auxiliaires, voilà. De mener les enquêtes. Voilà. Est-ce que c'est que les OPJ ou les gendarmes ou les policiers t'ont amené là? Est-ce que c'est vrai? Donc maintenant le tribunal va refaire une autre enquête. C'est ce qui va prendre tout le temps. Mais il y a un délai pour ça. Le délai là. Mais je ne sais pas ce que moi-même j'ai vu. Je n'ai jamais vu le délai là. Donc, mais c'est 2 ans. Je t'informe, c'est 2 ans. Il y a la correctionnelle. La correctionnelle, c'est 6 mois. 6 mois. Ça veut pas dire que, écoutez, ça veut pas dire que, c'est-à-dire que vous avez 2 ans en détention préventive pendant les 2 ans lorsque vous êtes pour une affaire criminelle. Donc, pendant les 2 ans, le juge d'instruction va rassembler tous les éléments d'enquête pour permettre au gouvernement, par exemple, s'il ne trouve pas tous les éléments dans les 2 ans, on va d'abord vous libérer sous condition, c'est-à-dire que vous êtes libéré sous condition, mais vous êtes à la disposition de la justice. Qui peut vous la justice, on va continuer à faire des enquêtes jusqu'à ce que, dès que les enquêtes sont bouclées, on va vous rappeler pour que vous soyez jugé. C'est comme ça le but de la détention préventive. Donc, si dans les 2 ans, on va pas trouver les éléments, on vous permet, soit on va demander des garanties. On va vous demander des garanties pour ne pas que vous quittez le territoire. On va demander, par exemple, de garder du transport. On va vous demander, par exemple, de ne pas franchir un certain nombre de choses, de vous présenter, par exemple, au tribunal au moins 1 fois ou 2 fois par semaine, etc. Donc, ce sont des garanties que vous donnez, que vous ne pouvez pas quitter le pays une fois que vous n'avez pas été jugé. Donc, dès que ces délais-là sont passés, et donc vous êtes obligé d'être envoyé d'abord à la maison en traitant le juge d'instruction et les auxiliaires de justice qui sont à sa disposition, donc les OPJ, etc., continuer l'enquête pour rassembler tous les éléments puisque la justice ne juge que sur pièce. Est-ce que vous comprenez? C'est exactement ça. Ça, c'est pour les OPJ, de corps habillé. C'est maintenant les OPJ du tribunal. Oui, bien sûr. Voilà. Maintenant, Patrick Oyabi a peut-être raison d'une part parce que Patrick Oyabi, je sais que dernièrement, avant le coup d'État, il était en prison. Pas d'une part, ce que je vous dis, c'est la vérité. Il n'y a pas d'une part, c'est que vous avez la vérité. Dernièrement, il était en prison, mais est-ce que les droits des prisonniers sont respectés? Est-ce que c'est pas parce qu'on a brûlé des droits qu'on va prendre ça pour une règle? Voilà pourquoi je disais. Non, je n'ai pas dit. Non, je n'ai pas dit que c'était une règle. Il y a eu une pratique. Je n'ai pas dit ça. Il y a une pratique au niveau du milieu carcéral qui consiste à ne pas respecter effectivement tous ces droits-là des prisonniers, ne pas respecter ces délais-là, ce qui devient comme une tradition. Et quand ils voient cette tradition, les gens ont tendance à prendre cette tradition comme étant une règle de droit. Mais en réalité, c'est une tradition. Il n'en est rien. Il n'en est rien. Justement. C'est ce qu'on appelle les dossiers
Quand on a des règlements de compte, on te prend, on te jette, on te garde pendant 2 ans, 3 ans, et il y a d'autres qui font disparaître les dossiers des autres. Voilà. Et je vous dis, je répète que si aujourd'hui le peuple gabonais est en colère, c'est parce que c'est les mêmes pratiques. Et on se dit, bon, aujourd'hui, on a libéré Sylvia Bongo, Noureddine Bongo, mais c'est fini. Parce qu'on nous a toujours montré ce genre de choses-là. Quand on met quelqu'un en liberté provisoire, c'est fini, il n'y a plus de jugement. Surtout pour ces les grands barons, même ceux qui sont passés pour les crimes rituels, c'est la même chose. Maître Mubembe a été... Moi, je suis tout à fait d'accord. Ça peut plaire ou ça peut ne pas plaire aux gens. Depuis le 30 août, moi, je fais des articles là-dessus. J'ai dit que garder ces gens en prison, Madame l'ex-première dame, et son enfant, et puis les autres étaient un boulet pour le président de la République dans le cadre de sa capacité à mener à bien la construction du Gabon. Et je pense que là, il faut se débarrasser. Oui. Parce que le fait qu'ils soient en prison là, ça devait le nuire. Ça devait le persécuter, ça devait le perturber. Oui. Il semble que les Gabonais laissent le président et sa famille se reposer. L'ancien président et sa famille, et qu'il les laisse se reposer, qu'on se concentre sur l'essentiel. La capacité de... S'il vous plaît. Malgré tout ce qu'on a pu... Oui. J'ai tout petit message à vous donner maintenant sur l'affaire du tribunal que vous parlez là. C'est peut-être quelque chose qui va vous revenir. Hein? Oui. Écoutez-moi attentivement. Vous avez suivi tout le procès de Brice Lacrue Chalianga. Tout le Gabon, on a tous suivi le procès de Brice Lacrue Chalianga. Bon, Lacrue Chalianga, son procès s'est bloqué, non? On le sait très bien. Son procès s'est bloqué parce qu'il devait aller se soigner. Lacrue Chalianga est rentré. À quel niveau du procès? Vous comprenez que le grand ne peut pas changer un système de 56 ans en 2 jours. Il a beaucoup de boulot. Maintenant, c'est à nous, la population. Comme mon grand frère Alexandre Mikodi, comme mon grand frère Eric Otete, Edou Fortuné, mon grand frère Bernard Ekula, Claire Newman, les X, etc. Tous les soi-disant combattants là. C'est le moment où on doit tous se retirer le coup. Pourquoi soi-disant? Parce que moi, je suis un soi-disant. Ce qui va nous définir, nous tous, c'est le temps. Parce que pour le moment là, quand quelqu'un rentre quelque part, il va salir l'autre. Que lui là, il n'est pas bien, c'est moi qui suis plus bien. Voilà pourquoi je dis c'est soi-disant. Maintenant, c'est le temps qui va tous nous juger. Le temps, c'est Dieu. Maintenant, je disais ceci. Que là où nous sommes là, c'est le moment de se souder le coude, tous derrière son excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, pour qu'il puisse conduire ce navire à bon port. Si on fait l'erreur de croiser les bras et d'être des spectateurs ou des conabilistes, demain matin, il va tomber, on va accuser l'enfant d'autrui. Pendant ce temps, le Gabon est entre les mains de tous les Gabonais aujourd'hui. Tous ces désordres orchestrés par ce système de 56 ans là, c'est parce que beaucoup de nos papas, beaucoup de nos mamans étaient seulement dans le mangement. Et c'est devenu quoi? Comme il y a une chanson où j'écris, où je dis, ils nous ont pas appris à travailler, mais ils nous ont appris à être des mendiants. Ah, c'est 56 ans. Maintenant, avec notre nouveau président, en 2 ans du CTRI, il nous a prouvé sa volonté de travailler, sa foi de construire le Gabon. Alors, qu'est-ce que nous, le peuple, nous allons faire? On va l'accompagner. Ça veut dire, on va l'accompagner dans la vérité, non dans le marmaille. Ce qu'on appelle blanc, blanc, noir, noir. Aujourd'hui, voilà, on n'a pas de 150 taxis. Il y a des Gabonais quand même qui prennent les téléphones pour dire, oh, laissez les Camerounais. Bref, ça, il y a un problème là. Bon, d'accord, on va revenir ici. Bonjour. Nous, on a eu un plateau ici. C'est pas le sujet, je prends juste un exemple, s'il vous plaît. C'est pas le sujet. Là, ici, on est en train de parler de la justice gabonaise. Très bien. Mais tout le monde, pendant les 14 ans, on a accusé Ali Bongo. Tout, c'est Ali Bongo parce qu'il était président. C'est ça. Mais est-ce qu'Ali Bongo est dans les frontières? Est-ce qu'Ali Bongo contrôle là-bas, la nuit là? Le policier qui est là-bas, c'est Ali Bongo. Le policier qui est en frontière là-bas, c'est Ali Bongo. Donc ça veut dire que toutes ces histoires tous ces étrangers qui nous ont envahis là, on va accuser qui? On va accuser la police nationale, on va accuser la gendarmerie nationale, on va accuser le palais de justice gabonais. Parce que ce sont eux qui sont sur le terrain.
et non le président. Si aujourd'hui on a envahi comme ça, c'est parce que nos frères ne font pas le travail. C'est la corruption qui a dominé dans les têtes. Donc aujourd'hui, même ce que nous sommes en train de parler là, que comment on va libérer Ali Bongo comme ça, pourquoi les autres comme ça, c'est un système, bon, comme vous-même vous le dites, c'est un système qui était là depuis. C'est pas en 2 ans, c'est pas en 3 jours qu'Olivier est devenu président qu'on va changer. Non, maintenant qu'est-ce qu'on va faire? Nous allons booster le président, appliquer tout ce qui nous est promis pendant le référendum, pendant le dialogue national. C'est de ce qu'il s'agit. Là, c'est plus une question seulement de venir prendre le téléphone, de critiquer. Non, il faut que tout le monde mette les mains à la pâte. Et quand c'est possible, bon, il faut qu'on dise au président que ça, c'est pas bon. Mais on le dit dans la vérité, la sincérité. Ce n'est plus question de laisser le pauvre en compte. Non, c'est un Gabonais de sang, un Gabonais pur. Et alors, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons l'accompagner parce que nous aussi, nous sommes des Gabonais de sang. Nous sommes des Gabonais purs. Le tour là, l'affaire du Gabon ne concerne pas seulement Oligui. L'affaire du Gabon concerne tous les Gabonais. Si Olivier échoué là, c'est tous les Gabonais qui ont échoué. Quand on ne compte pas le pauvre enfant, il s'agit de tout le monde. Chacun fait sa part de là où il est. Quand on arrête la marmaille. C'est la seule chose que je peux terminer à vous dire. Alors, merci, Patrick. Non, attends, Brice, Patrick. Oui, on va prendre, on va libérer Patrick. Hein? On va libérer Patrick. Non, mais je voulais poser une question à Patrick là, avant qu'il ne parte. Il est parti? Non, je suis là. Oui, Patrick, je vais te poser une question là. Oui, monsieur Alexandre, je vous écoute. Oui. Tu parlais des étrangers qui viennent. Là, je sors un peu, puisque tu nous as amené un peu dans un peu partout là, à gauche, à droite. Bon, on va faire un peu comme tu fais là. Je t'entends dire que les étrangers nous ont envahis. Mais quels étrangers? Tu parles de quels étrangers? De ceux-là qui amènent les 150 taxis ou bien? Non, mais là, on va faire un autre débat parce que je sais que quand Patrick va... On va sortir. Parce que si je te réponds là, on va les traiter. Laissez les étrangers tranquilles. Laissez les étrangers tranquilles. Les étrangers ne nous empêchent pas de travailler. Les étrangers ne nous empêchent pas de faire je ne sais quoi. Laissez les étrangers tranquilles. Si c'est pour la paix des taxis gables là, on ne peut pas. C'est une position intéressante. Vous savez pourquoi j'ai dit qu'on garde ce domaine-là? C'est parce qu'on va tirer ça sérieusement, sincèrement. Je vais vous le dire que le problème du Gabon, c'est cette... Non, on va faire je ne sais pas si tu réalises quand tu es dans le Gabon. Hein, je ne sais pas si tu réalises réellement. Quand tu vas même au village, je ne sais pas si tu réalises. Je ne sais pas si vous réalisez. Ça veut dire que même dans le village, je ne sais pas si vous réalisez. Cette affaire n'est pas une affaire que nous ne sommes pas des travailleurs. Cette affaire n'est pas une affaire que nous ne sommes pas des hommes qui peuvent faire quelque chose. Mais vous savez, le monde est géré, le monde spirituel et physique. Le monde dans lequel nous vivons. Ça veut dire que pendant que toi tu dors chez toi, M. Mukodi, ton ennemi qui ne t'aime pas là, qui ne sait pas ce qu'il fait sur ta toiture, pour vous anéantir dans votre maison. Maintenant, si tu es un croyant de Dieu, tu vois que tout ce qu'il fait là, c'est zéro. Parce que toi, tu es un croyant de Dieu. Mais imagine-toi que tu n'es pas un croyant de Dieu. Quand il fait ces choses dans la nuit, toi, tu ne connais pas. Quand tu sors, tu es là, pati. Nana balelo pour nana. Oyanga no jili. Oyanga jandaya mali. Tu te dis même que c'est quelqu'un de la famille qui t'a fait ça. Et entre-temps, ce sont des pratiques qui se pratiquent la nuit pour endormir le peuple gabonais. Pendant 56 ans. Excuse-moi. Patrick, voilà. Moi, je pense que tu as une position très intéressante sur la question des étrangers. Nous l'avions déjà, nous avions fait une première émission sur ça. Nous avons une position qui est différente. On va programmer un autre débat prochainement. Et comme ça, on pourra cette question. Voilà. Clarifier nos positions afin de permettre à tout le monde. Parce que là, sinon, on va sortir du véritable sujet. Voilà, justement. Mais je ne sais pas, je vais devoir permettre à Dexter de remonter. Tu pourras le demander après, si tu as quelque chose à redire. C'est Dexter qui a demandé, puisqu'on peut faire 4 là. Je vais d'abord te faire descendre. Après, quand tu as quelque chose, tu veux revenir. Tu fais la demande et puis je te fais remonter. Si tu as un dernier mot. Non, il n'y a pas de problème. Là, je vais boire mes médicaments. Là. Je suis un peu malade. Là. D'accord. C'est Frédéric Badinga. Tu arrêtes ta marma ici. Si tu veux, tu fais la demande, tu parles à visage ouvert. Je ne vais pas écrire ici, Badinga. La marma, il n'y en a plus dedans. En de la vérité. Va venir faire mal. Merci Patrick, merci pour ta contribution. Alors maintenant Patrick, Dexter, tu peux faire ta demande parce qu'il y a Patrick qui est descendu, tu peux faire ta demande. Donc Alexandre, on va essayer un peu d'aller de la route. Dexter, tu peux faire ta demande parce qu'on a une place qui est libre. Alexandre, Brice. Oui. Alors,
Brice, Oui. je disais que dans le fond, ce qui fâche aujourd'hui, c'est les mauvaises pratiques qu'on a toujours entretenues depuis près de 56 ans de pouvoir Bongo PDG. Et c'est ces pratiques-là qu'il faut bannir aujourd'hui. Si on a libéré la justice, a accordé des mises en liberté provisoires à Sylvia et Noureddine, il faut faire autant pour ceux-là qui présentent les mêmes gages et qui sont dans les mêmes conditions. Parce que la prison centrale a des fous. Il y a des fous à la prison centrale de Libreville. Voilà des gens qui sont là-bas, qui ont perdu la raison, mais que la justice gabonaise détient. Pourquoi ces gens sont détenus là-bas alors qu'ils sont malades? La promesse de la nouvelle République, moi je pense qu'il y a un début en toute chose. Moi je pense qu'il y a aussi la possibilité pour les nouveaux gouvernants d'examiner toutes les situations parce qu'il faut les examiner. Mais c'est maintenant, Brice, c'est maintenant qu'il faut le faire. Et même là, Brice, c'est maintenant qu'il faut le faire. Au-delà des actions sporadiques, il y a une nécessité peut-être d'aller vers une réforme profonde de la justice et même une réforme de la, je vais dire quoi, comment on appelle ça, de la justice pour ne pas que l'incarcération soit la seule sanction judiciaire en fait. Il faut revoir la réforme pour éviter ce qu'on appelle la surpopulation carcérale. Parce que le fait d'incarcérer même les délits mineurs et tout ça, on envoie les gens en prison, ça crée une situation de surpopulation carcérale et ça pose un problème au niveau des droits de l'homme, etc. Oui, Dexter, bonjour et bienvenue parmi nous. Encore merci pour tes contributions tout à l'heure en bas. Et nous, on va t'écouter parce que sur ce qu'on a dit là, il faut qu'on aille un peu très vite parce qu'on va avancer. Il se fait tard déjà quand même. Mon assistante commence à dormir un peu. J'espère que... Alors, vas-y, oui, bon. J'espère que vous allez bien. Oui, ça va, mon petit frère. D'accord. Oui, ça va. Bon, j'interviens justement, je suis là depuis le début du direct. Et lorsque vous mettez en place ce genre d'initiative, c'est pour éclairer l'opinion publique. Ce sont des questions sérieuses. D'accord? Moi, j'ai la question de savoir, parce que lorsqu'on fait un truc comme ça, il faut avoir des juristes sur le plateau. Et l'aîné qui est avec nous aujourd'hui, il est juriste. D'où je pose la question de savoir combien dure une façon préventive. Moi, j'ai fait de recherche, peut-être que c'est 2 ans. J'aurais voulu avoir la crédibilité de mes recherches. C'est 2 ans. Moi, je pose une question. Est-ce que pendant le temps que l'ex-première dame, déjà Bongo Nimba, et son fils Noureddine ont parti en détention préventive, est-ce qu'il y a eu des éléments de charge? Est-ce qu'on a mis est-ce qu'il y a eu des preuves qui prouvent que ces personnes sont coupables? Parce que la preuve du contraire, ils bénéficient de la présomption d'innocence, sauf erreur de ma part. Donc, ce que je sais, maintenant, le qui est juriste va me recadrer si jamais je me perds de ce que moi je sais par rapport à ce que j'ai établi. Lorsqu'il manque des faits tangibles, la justice peut faire sortir les détenus. Donc, moi je parle beaucoup plus sur la question judiciaire. Parce que l'intervention du procureur de la République, il a été clair. Il a été clair là-dessus. Ça n'a rien à voir avec la question diplomatique ou encore le président angolais qui est intervenu et tout. Mais sur la question juridique, sont clairs et précis. Est-ce qu'il y a des faits qui condamnent Madame Sylvia Bongo Nimba et Noureddine Bongo Nimba? C'est ce qu'on doit savoir. Déjà, Brice, je peux répondre? Non, mais permets-moi aussi 2 minutes. Je vais rebondir tout à l'heure. Excuse-moi, Alex. Tu as dit d'accord, vas-y. Tu étais au début du direct, et au début du direct, j'avais rappelé un principe en matière de droit, c'est le principe de la tangibilité de fait. En matière de droit, vous pouvez avoir un meilleur avocat, un bon avocat, ce qui compte, c'est la preuve. Et Très bien. Dans le cas de la procédure concernant Mme Sylvia Bongo et M. Noureddine Bongo et tous leurs amis, au lendemain de leur arrestation, il y a eu des pièces à conviction, notamment les voitures et de l'argent qui avaient été présentées au peuple.
C'était des pièces à conviction. Donc, quelques temps après, on a vu le Premier ministre avoir la responsabilité de repartir cet argent. Donc, on a reparti. Une partie a été investie dans le cadre de la mise en place de la ferme, la fameuse ferme qui a fait couler beaucoup d'encre et de salive. Et d'autres choses, notamment les voitures, ont été distribuées. Donc, à partir de ce moment, sur un plan purement de la procédure, il y a problème. Il y avait problème. Le gouvernement a créé les conditions. Et ce qui est quand même extraordinaire, c'est la position du peuple qui, sur le coup, avait applaudi l'initiative. Et certaines personnes, parmi celles qui aujourd'hui contestent le fait qu'il soit mis en liberté, des institutions dans lesquelles ils sont ont bénéficié d'un certain nombre de ces choses-là, notamment des voitures. Donc, dans ce cas, on se retrouve dans une situation où, à l'évidence, vous avez des gens qui sont accusés d'avoir détourné des choses, mais au moment du jugement, ces choses-là ne peuvent pas être présentées parce qu'elles n'existaient plus. Si on s'en tient à ça, malheureusement, on était dans une situation très difficile par rapport à l'organisation d'un tel procès. Ça, c'est sur un plan purement juridique parce que les éléments matériels en la matière avaient été repartis, sinon ils avaient été retrocédés à l'État hors du cadre judiciaire. Or, ce qui aurait dû être fait, c'était que ces choses-là, on devait les présenter au moment du jugement et le juge devait déterminer l'origine de ces biens parce que ces gens qui ont été arrêtés, ce ne sont pas des gens qui sont démunis, c'est des gens qui pouvaient avoir les moyens d'avoir 7 milliards. C'est des gens qui pouvaient avoir les moyens d'acheter autant de voitures. Donc, il fallait les juger. Est-ce que c'était leur bien à eux? Est-ce que c'était des choses qui ont été détournées à l'État gabonais? Et ce qui n'a pas été fait. Donc, je suis tout à fait d'accord qu'il aurait été difficile dans le cas d'espèce de faire un procès et de condamner ces gens. Est-ce que tu vois? Oui. Voilà. Maintenant, ça, Et... je peux te dire. Alexandre voulait compléter ou sinon, je ne sais pas, il avait quelque chose à dire. Laisse aussi Alexandre parler. Alors, Brice, tu m'arraches les mots de la bouche, mais tu sais que je vais ajouter quelque chose. Je dirais que, vous savez, amener Sylvia Bongo Ondimba au jugement, je vous assure qu'il y a des enjeux géostratégiques qui sont là. Parce que on parle de détournement de fonds, mais Sylvia, en tant qu'épouse du chef de l'État, elle gérait quel budget? Très bien. Elle gérait quel budget? Alors, si vous voulez savoir comment Sylvia a fait pour avoir son argent, elle est capable de vous dire, je suis d'abord la fille de Valentin Tel, son père. C'est pas n'importe qui, on sait que c'est un milliardaire. Elle est femme, épouse du chef de l'État. Donc, c'est l'épouse du chef de l'État. Elle va vous dire que je puisais dans les caisses de mon mari. Mon mari avait une caisse dans la maison et je puisais, c'est cet argent que je prenais. Et c'est cet argent que vous êtes venu prendre chez moi. Vous voyez un peu. Maintenant, si on pousse le bouchon plus loin, mais si Sylvia a détourné, ça veut dire qu'il y a des gens qui ont pris de l'argent dans le trésor public et qui sont allés donner à Sylvia. Mais qui sont ces gens? Est-ce que ces gens sont en prison en ce moment? Je ne pense pas. Pour la plupart, ils sont en liberté. C'est eux qui font le ngunda là. Maintenant, sur quelle base on devrait juger Sylvia Bongo Ondimba? Donc, il faut regarder tous ces éléments. Parce que moi, je vois des gens s'insurger. Quand je vois certains députés se lever, et comme disait Brice, alors que peut-être que la voiture qu'il conduit en ce moment, c'est la voiture qu'on a pris chez Noredi. Mais tu viens, tu t'insurges, il n'y a même pas cet esprit de solidarité. Parce que quand même, un député, mais si tu vois qu'il y a quelque chose, il y a des choses qui ne sont pas claires, mais il aurait pu d'abord se rapprocher du juge d'instruction avant de venir faire son spectacle dans les réseaux sociaux. Est-ce que les réseaux sociaux, c'est le cadre où un député... Pourquoi je disais, est-ce qu'à l'Assemblée nationale, il n'y a pas un code de discipline à l'Assemblée nationale? Mais il n'y a pas un code si, il y en a. Alors là, il y en a. Donc, c'est pavané comme ça, raconter ce qu'il raconte là, et puis pour des gens qui soutiennent le président, est-ce qu'en pareille circonstance, celui que vous soutenez avait intérêt à ce que ce débat-là soit amplifié par ces gens?
Non, vous avez accepté de l'accompagner, vous l'accompagnez aussi bien. Voilà pourquoi, lorsque les gens se sont permis d'incriminer Ali Bongo, comment on appelle ça, Billy Binze, Alain-Claude Billy Binze, je me suis dit, ben, franchement, les gens sont en train de créer un précédent. À la longue, les gens auront du mal à s'engager parce qu'ils auront peur que les mêmes récriminations qu'on a faites à Billy Binze leur soient faites une fois le pouvoir de celui qu'ils ont soutenu fini. Mais on est en train de voir. Oui, mais Brice, quand tu le fais bien, là par exemple, là, il faut que les gens communiquent. Il faut que les gens viennent communiquer. Mais les gens ont peur. Moi, je vois la sortie de certains députés. Moi, je crois qu'ils sont en train de vouloir anticiper sur certaines choses. C'est-à-dire que si demain, après-demain, on dit que, bon, voilà, le pouvoir a échoué et tout, ils viendront dire que, ben, écoutez, moi, je n'étais pas dans ce pouvoir. Vous avez vu que quand ils ont fait ça, je suis sorti et tout et tout. En fait, c'est la roublardise. C'est la roublardise. Justement. Qui anime ces gens-là. Ils ne sont pas vrais. Parce que là, ce n'est pas le moment de venir mettre le couteau, poignarder ton patron. Il aurait pu se ranger et chercher à se poser des questions ou bien aller chercher des informations ailleurs. Bien sûr, il devrait faire bouclier et même s'il avait des reproches à faire, puisque lui, il a la possibilité peut-être d'avoir une ligne directe, soit du président, soit de ses collaborateurs. S'il avait des choses qu'il devait reprocher, par exemple, dans la procédure, il pouvait le faire en interne, en écrivant peut-être au président, je pense que venir sur les réseaux, alors que vous avez une opinion qui est quand même liguée derrière votre patron, à quel moment vous faites bloc derrière le patron? À quel moment exactement? Et pourtant, le patron dans la situation actuelle avait quand même un choix très difficile. Aucun choix n'aurait été facile pour lui. Parce que imaginez-vous un seul instant, s'il avait décidé de juger Ali Bongo contre les recommandations de l'Union africaine, il se serait mis à dos l'Union africaine. Il se serait mis à dos la communauté internationale. Et les conséquences auraient été lesquelles? Les conséquences auraient été la reconduction des sanctions, la privation de notre pays des capacités d'emprunter à l'extérieur, du moins dans les institutions, par exemple, de Bretton Woods, etc. Donc, il avait des choix difficiles à faire. Et lorsqu'il a parvenu à faire un choix aussi difficile, ce qu'il attendrait de ses soutiens, ce n'était pas que les soutiens aillent sur les réseaux, aller contester. Ce qu'il attendait de ses soutiens, c'était qu'il fasse un bloc derrière lui pour essayer de reconquérir l'opinion. Mais hélas, Dexter, on t'écoute un peu parce qu'on a beaucoup parlé, nous deux là. Et... Oui, grand. Donc, je répondais à ta question là. Et je ne sais pas s'il y a des... Non, moi j'ai une question pour le grand, le juriste en fait. Parce que je suis beaucoup plus là pour éclairer les lanternes. Non, moi, je ne suis pas juriste. Le juriste n'est pas pour des raisons techniques, le juriste n'a pas pu être là avec nous. Alexandre, certainement, il a une culture juridique, mais il n'est pas juriste à la base. D'accord. Ouais, ok, d'accord. Nous, on a chacun une petite culture juridique. Tu peux poser la question sur la facilité de répondre. Non, mais tu peux poser ta question. Hein, si on peut te répondre, on a des éléments de réponse, on te les donnera. Il n'y a pas de souci. D'accord, il n'y a pas de souci. Donc, je vais me lancer. Encore, je reste sur la détention préventive. La même détention. Lorsque tu es sorti, est-ce qu'il y a un texte qui empêche que tu fasses une sortie hors du pays? Normalement, non. Oui, quand tu es mis en liberté provisoire, hein, quand tu es dans des, enfin, j'ai envie de dire comme, je vais faire comme l'autre, quoi, dans des pays sérieux, tu comprends? Quand tu es mis en liberté provisoire, tu n'as pas le droit de sortir du pays. Tu n'as pas le droit de sortir. Voilà, tu n'as pas le droit de sortir. Mais tu sais, le problème de Sylvia, puisqu'on va forcément revenir là-dessus, le problème de Sylvia et son fils, il y a d'autres enjeux. Tu comprends? Il y a d'autres enjeux. On ne pouvait pas garder parce que Ali Bongo, pour partir du Gabon, il disait, et moi j'ai vu une vidéo où il disait que lui, pour partir, il faudrait qu'il ait sa femme et son fils.
Donc, c'est des conditions qui sont là. Et bon, il y a un moment donné, Oligui a besoin d'un bon nombre de choses. Le pays a des sanctions ici et là. Alors, donc, il y a l'Union africaine qui a ouvert une porte en disant, bon, écoutez, voilà, je ne dis pas que c'est ça, hein, mais bon, tout le monde pense qu'il y a eu des arrangements. Et c'est à ce niveau-là qu'est intervenu le départ de Sylvia Enordine en Angola. Mais sinon, la mise en liberté provisoire dans un pays ne te permet pas de sortir hors de frontières de ce pays qui t'accorde cette mise en liberté provisoire. Mais c'est dans le cas d'Ali Bongo, c'est vraiment, c'est une exception, quoi. On va dire ça comme ça, c'est une exception. Et là, c'est le politique. La mise en liberté provisoire, comme disait Alexandre, ce n'est pas synonyme de la fin de la procédure. La mise en liberté provisoire, elle peut intervenir, je crois, à peu près pour deux raisons. La première raison, ça peut être une raison liée à ta capacité. Tu donnes une caution financière, par exemple, qui te permet effectivement, avec la caution financière, tu donnes aussi des garanties de représentativité. Ça veut dire que même si on te met en liberté provisoire, il n'y a rien qui prouve que tu peux quitter le pays en catimini, etc. Donc, on va se rassurer de tous ces éléments pour te permettre d'être en liberté et permettre à la justice de continuer les investigations et de rassembler les éléments de preuve en vue de l'organisation de ton procès. Maintenant, si pendant cette période, le juge d'instruction et ses équipes ne réussissent pas à rassembler ces éléments, conséquence, tu vas avoir une mise en liberté définitive, puisque les éléments susceptibles de te condamner n'ont pas été trouvés. Dans ce cas, malheureusement, on ne peut pas te garder par... Mais si eux, ils trouvent, c'est que dans la perspective, il faut qu'on organise ton jugement, et on organise ton jugement, et tu vas être jugé, et la sanction sera donnée. Donc, une fois de plus, la mise en liberté provisoire n'est pas la fin de la procédure. La mise en liberté provisoire peut intervenir dans deux situations, soit le délai de garde à vue, de détention préventive a été dépassé, puisqu'on a parlé par exemple de 6 mois lorsqu'il s'agit d'une correctionnelle, je crois, et on a parlé de 2 ans. On a tardé pendant 2 ans qu'on n'a pas pu rassembler toutes les preuves. Après 2 ans, on va prendre toutes les garanties pour que tu sois déjà conformément à la loi d'abord en liberté et qu'il continue à rassembler des éléments. Donc, encore une fois, tant qu'il n'y a pas d'éléments concrets, on ne peut pas, et quand le délai est arrivé, on ne peut pas continuer à te garder en liberté provisoire. Et disons en garde à vue, et disons en détention préventive, je veux dire. Mais comme disait Patrick Oyadi, il y a une certaine pratique dans notre pays, c'est une pratique qui est liée au non-respect du droit. Il faut qu'il y ait beaucoup de gens qui rentrent en prison et qui demeurent en prison quand bien même que ces délais aient été dépassés. Voilà. Voilà. Ok, d'accord. Donc, moi, je vais terminer avec ça. Je pense que je vais rejoindre le grand qui disait que, en réalité, ce qui fâche aujourd'hui le peuple gabonais, c'est la façon de faire. La façon de faire. La communication. La communication. Par exemple, on a eu vent de la sortie de l'ex-première dame par le média TV5 Monde. Personnellement. Moi, je l'ai vu sur TV5 Monde. Et l'Union, qui est, disons, un média sérieux, a démenti la sortie de Sylvia Bongo Ndimba. Est-ce que tu vois grand? Je pense que c'est ce qui fâche quand même les Gabonais. Parce que jusqu'à présent, le bon nombre de Gabonais pensaient que c'était une fausse information et que l'Union était venue éclaircir l'opinion publique. Sauf que c'est à minuit que les Gabonais apprennent que le président, l'ex-président et l'ex-première dame, avec leur fils, se trouvent désormais en Angola. Est-ce que tu vois grand? Je pense que c'est éthiquement ce qui fâche les Gabonais. Mais sur la question juridique, normalement, moi je rejoins la déclaration du procureur. Il n'y a rien d'anormal. Maintenant, sur la question politique, et peut-être même, je pense que les conseillers en communication du président, ils vont faire une communication là-dessus. Je pense. Hein. Non, là, ils ont péché. À ce niveau, ils ont péché. Parce que ça devrait se faire avant même que le procureur ne sorte. Parce qu'en fait, la justice n'est pas là pour faire dans le buzz. La justice travaille dans le silence.
Vous voyez que la plupart du temps, c'est les avocats qui sortent pour venir parler des choses, des procédures judiciaires. Sinon, pour les magistrats, eux, ils travaillent dans le silence. Moi, je n'ai jamais vu un magistrat qui vient faire dans le buzz en disant, voilà, je suis en train je vais signer tel document, je suis en train de regarder tel document. Non, c'est pas possible. Mais le politique aurait pu préparer l'opinion. Voilà. C'est à ce niveau-là qu'ils ont péché. Alors maintenant, on aurait pu préparer l'opinion et mettre des stratégies. On a tellement de choses, je pense qu'on a tellement de choses, on a fait le tour de la question et on va essayer de faire quelques recommandations pour permettre quand même au président, puisque le but aussi là, c'est que nos échanges là servent aussi quand même d'instrument d'aide à la décision. Nous avons, dans nos analyses, essayé de mettre en relief une difficulté de communication et qui a fait en sorte malheureusement que nous soyons dans la confusion aujourd'hui. Si on devait conseiller le palais, si on devait conseiller les dirigeants de notre pays, mon petit expert, je vais commencer par toi. Qu'est-ce qu'on leur dirait pour mieux faire les choses à l'avenir? Ah bon, écoute, à titre personnel, c'est dans la communication, hein, pas grand-chose. C'est de mettre en place une stratégie de communication. Je ne dis pas que ceux qui sont là aujourd'hui ne sont pas compétents pour ça, mais je dis que on devrait beaucoup, et ils devaient travailler de connivence, c'est-à-dire le département de communication à la présidence devrait avoir des secteurs, c'est-à-dire des cellules de communication et travailler de façon collégiale. Donc c'est ce que je peux dire. Il n'y a pas grand-chose. C'est intensifier la communication présidentielle pour éclairer les Gabonais, parce que beaucoup de personnes agissent beaucoup avec émotion en absence de la communication. Moi, c'est tout ce que je peux dire. Mais la communication aussi, il faut absolument que la notion de communication soit mieux appréhendée, parce que dans notre pays, j'ai l'impression que la communication, c'est limite à savoir venir parler. Alors qu'avant de parler, il faut d'abord qu'on ait conçu quelque chose à la base, il faut une réflexion à la base pour savoir ce qu'on va communiquer. Mais là, j'ai l'impression que la phase préparatoire n'est pas souvent prise en compte. Sinon, les décisions, parfois, ça tombe sans qu'il y ait une concertation. Alors qu'il y a une cellule. Le but de la cellule, c'est que quand il y a un problème qui existe, il faut solliciter toutes les intelligences qu'il y a dans la cellule de communication, essayer de définir un angle qui peut vous permettre de venir communiquer sans pourtant, pour minimiser effectivement la possibilité de résistance, les possibilités de non-pénétration. On n'a pas l'impression, on a l'impression que la communication se limite à venir lire les communiqués, à venir tout en répétant les mêmes erreurs, effectivement, que les erreurs que les autres ont faites lorsque le président est tombé malade en Arabie Saoudite, où bon matin, ils sont venus, nous ont parlé de fatigue sévère. Après quelques temps, face à la drogue de l'opinion, ils sont passés à fatigue sévère. Après fatigue sévère, ils sont partis à l'AVC. Et ils ont créé une situation de confusion qui a fini par obérer la perception des Gabonais par rapport à leur président. Je suis d'accord. Alors, Brice, moi, je n'irai pas par mille chemins. Le président a commencé quelque chose. Hein. Aujourd'hui, il y a Sylvia et Noureddine qui ont bénéficié d'une liberté positive. Attends, Alex. Moi, ici, je veux que nous soyons exemplaires. On parle là quand même de l'ancienne première dame. Ayez quand même l'amabilité de dire quand même Madame Sylvia. Hein? On parle Exactement. Quand même de la première dame. Je te le concède. Ok. Alors, donc, Madame Sylvia Bongo Ondimba a bénéficié d'une mise en liberté provisoire, tout comme son fils, Noureddine. Et vous avez commencé quelque chose, Monsieur le Président. Il faut terminer. Quand je dis qu'il faut terminer, c'est de voir tout ce monde-là qui est en prison. À la limite, il faut revoir notre justice, notre système judiciaire est à refaire. Vraiment, il faut revoir dans le fond, dans les profondeurs, notre système judiciaire. Parce que aujourd'hui, ceux qui sont plus punis, la loi frappe plus les faibles que ceux-là qui ont des moyens. Et si aujourd'hui, le peuple est en colère, vous voyez que dans tout, moi je ne vais pas aller loin,
Allez-y seulement sur ma page, vous allez voir la position des gens par rapport à ma dernière sortie. Ils ont passé le temps à me poser la question de savoir, oui, tu plaides pour la, en fait, tu viens parler de la liberté, la mise en liberté provisoire de Sylvia, mais tu fais quoi tu dis quoi de Kelly Ondo? Tu dis quoi de tel? Tu dis quoi de ceux qui sont là-bas? Tu dis quoi? Tu dis quoi? Tu dis quoi? C'est les mêmes questions qui reviennent. Et donc, on ne peut pas faire deux poids, deux mesures. Il faut commencer. C'est maintenant qu'il faut faire. Je ne veux pas te couper. Tu vas terminer là. Moi, je veux apporter une petite précision aussi. Hein. Moi, je pense que les gens font un peu très souvent le parallèle avec Kelly Ondo et tout ça. Vous savez, le président a ce qu'on appelle le droit de grâce, c'est ça? C'est-à-dire que la capacité de gracier les gens après qu'ils aient été jugés. Mais le droit de grâce du président n'est pas un pouvoir sans limite. Le droit de grâce ne s'applique pas pour des affaires criminelles. Or, ceux qui ont jugé Eli Ondo à l'époque l'avaient jugé pour des affaires criminelles. C'est pourquoi le président, lors de la campagne, disait qu'il fallait, avec les juristes, essayer de trouver la parade pour qu'en agissant dans le cas de Eli Ondo, qu'on n'ait pas l'impression d'avoir un frein au principe de justice. Donc, il faut une réflexion profonde, trouver le mécanisme qui peut permettre au président de passer outre l'interdiction qui lui est faite de ne pas gracier, par exemple, les criminels, parce que criminel, ce n'est pas que je dis que Kelly Ondo est criminel, mais il avait été jugé comme criminel. Je n'ai pas dit qu'il est criminel, mais il a été condamné. Mais les chefs d'accusation, les chefs d'accusation qu'on a cités là sur Sylvia et Noureddine, c'est criminel. Oui, association de malfaiteurs, c'est criminel. Le problème, c'est que dans le cas de Sylvia, aucun jugement n'a intervenu. Et c'est pourquoi je disais que le président, en agissant, il a utilisé ce qu'on appelle la raison d'État. Parce que sur un plan purement juridique, le président n'a aucun moyen, le gouvernement n'avait aucun moyen d'agir. Le seul moyen d'agir, c'était de voir les intérêts du pays. Et dans le cas de Kelly Ondo, je pense que le gouvernement aussi essaie de trouver une parade qui lui permettra effectivement de mettre Kelly Ondo en liberté. Parce que je pense que pour tourner la page de 2023, il faut effectivement que tout ce monde-là, les Kelly Ondo, les Yann quoi là, la Young Team, tout simplement, la Young Team. Tous les membres de la Young Team soient mis en liberté. Et pour ça, il faut que ceux qui sont les soutiens du président prennent la mesure de la situation et qu'ils lui apportent le soutien nécessaire pour que cette décision-là ne débouche pas sur le tollé qu'on a connu aujourd'hui. Le rôle de partisan avec un gouvernement, et c'est là où je rappelle, nous qui étions au PDG, beaucoup de gens, nous qui avons accompagné le pouvoir d'Ali Bongo, vers la fin de ce pouvoir, tout était chaotique. Quand les gens nous voyaient à l'extérieur, on défendait. Ça ne voulait pas dire qu'à l'intérieur, nous n'avons pas de débat. À l'intérieur, c'était la guerre entre nous. Mais nous avions ce qu'on appelle le droit de réserve. Publiquement, notre devoir était de défendre nos partis. Mais à l'intérieur, nous posions un certain nombre de problèmes. Il y a beaucoup qui ont été traduits en conseil de discipline. Mais si vous êtes pour le soutien du président, peu importe, à partir du moment où c'est sorti, quand c'est à l'extérieur, vous devez défendre à l'extérieur. Et si vous avez des remarques, vous allez à l'intérieur, vous faites des remarques. Je pense que le président gagnerait en termes de cohérence à libérer tout ce monde-là pour qu'on tourne définitivement la page du 30 août 2023. Ben voilà, c'est tout. C'est tout. Alors, et puis Brice, oui. Le président est entouré d'un bon nombre de conseillers. Conseillers ici, conseillers là-bas. Et même au niveau de l'Assemblée nationale, je reviens encore sur ces députés qui se sont livrés en spectacle dans les réseaux sociaux. L'esprit de solidarité, avant de venir faire le Gounda, l'esprit de solidarité quand même. Tout ça là, il faut revoir ça. Ok, donc voilà, moi j'ai terminé. Et puis... Okay. Encore une fois de plus, merci à vous qui avez pris l'initiative de venir participer. Dexter, mon petit frère, Alexandre, mon frère, et aussi à Patrick Oyabi, notre petit frère Alexandre et moi, donc le grand frère de Dexter, et surtout à ceux qui ont participé, ceux qui nous ont regardés, ceux qui ont partagé, ceux qui commentent. Encore merci. Nous allons, avec le temps, continuer ce genre de discussion parce que cela nous permet
édifié beaucoup de gens sur certains nombres de questions. Et nous regrettons le fait que la juriste qui aurait pu être là avec nous n'est pas arrivée. J'espère que la prochaine fois, Elle sera là. on pourra faire avec beaucoup plus d'éléments techniques. Encore une fois, merci à vous. Merci à Madame Lorty qui assure mon assistance technique, à Samuel qui est notre technicien et qui a tout fait pour nous permettre d'avoir ce direct qui au début a été difficile d'organisation. Encore merci à vous et on se dit à très bientôt. Au revoir. Merci, au revoir. Merci.